J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Bonjour à tous et bienvenue dans Comics Discovery Vacances, le 5e épisode. Un 5e épisode qui allait presque se faire comme les vieux Comics Discovery où on était à 3 avec Faye et Mathieu. Oui. Et pourquoi Mais tu non, dis Faye c'est en triste. regardant Mathieu? Ça fait bizarre. Ouais, c'est Romain en plus, non? Non, c'est Mathieu. Personne ne la comprendra jamais cette private joke. Il faut Ouais. vraiment écouter toutes les émissions. Achievement. C'est ça le truc bien des private jokes. Mais on a un invité avant qu'il parte pour la Belgique. C'est ça, tu pars en... Ouais, c'est ça, je pars à Bruxelles. Donc je vous ai découvert sur le tard et je suis resté que pour 3 émissions, c'est dommage. Et tu peux nous écouter de loin depuis la Belgique. Et s'y repasse. Donc c'est Guillaume que vous avez découvert dans celui sur je ne sais plus Red Son, Son. exactement. Donc aujourd'hui on vous parle encore une fois de Alan Moore après non c'était il y a 2 semaines où on vous a parlé de Killing Joke. On repart sur Alan Moore. Aussi. Mais on a fait Watchmen il y a un moment. Oui. D'ailleurs je suis pas très fan de cette émission. Bah, le problème c'est que ça demandait beaucoup de temps pour parler de cette Ouais, œuvre en et une on heure, avait qu'une parler de heure. Watchmen en 1 heure, C'est impossible. c'est très compliqué. Bon, on va commencer les news directement. Ah mais j'ai même pas dit bonjour à l'équipe en fait. Bonjour Faye, Bonjour James. ça va Faye? Oui, j'ai chaud. Bon, ça va, on est au frais là. On est dans la cave de la Game Taverne. La bière est bonne, la bière est fraîche. La bière est fraîche. Alors on a eu, moi, pour ma part, je bois un chaud qui vient de tenue. on a eu un seau à glace pour réchauffer refroidir nos boissons. Tout est parfait. Vous pouvez mettre vos pieds dedans si vous voulez. Allez-y. Non, quand même. Ah, salut Mathieu, ça va Mathieu? Oui, ça va et vous? Salut James, salut Faye. Ça va. Salut. Bah oui, c'est bien. Tout va bien. Et C'est bien, salut. tu t'es pas trompé de prénom. Ouais, pas encore. Salut Guillaume, Salut. ça va? Ça va très bien et vous? Tu prépares ton petit voyage alors du coup Bah, c'est- mon départ carrément. Hein. C'est quand que tu Faut que j'y sois pour le 13. Ah ouais. Je commence le 15. Donc, Du coup, voilà. si t'as des Oui, annonces on à faire avance. passer, cherche un appart ou j'ai vu que tu Ouais, cherches. si vous avez un appart ou des bons plans sur Bruxelles, parce que je connais absolument personne, ça serait cool. D'accord, on te fera C'est passer bien, c'est ça. bien. C'est l'aventure. On te fera passer C'est net et précis. les messages. Et du coup, on va commencer les news. Voilà, Ouais. directement. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. On a On a eu eu un alors. planning de ministre. Oui, allez, le casting de l'épisode 9. Non, ce Ah n'est oui. pas ça. Oh. Ah, j'ai failli. Ouais, mais c'est pas Ah. très comique. Ah bah, Carrie Fisher, on va pouvoir Ouais, pleurer c'est une pas dernière mal comme fois. casting, Carrie Fisher en Bah épisode ouais. 9. Ouais, bon bah voilà. Et Vous de l'avez façon fait avec Star respectueuse, je Wars. trouve. Il y a Mark Hamill qui revient. Oui, non, mais lui, il est pas vraiment mort. Et il y a C'est Mère le Poisson. fond. Il y a Billy Dee Williams aussi. Ouais, qui voilà. revient avec, Mais 80 kilos. Luke en fantôme qui ferait chier Ben Solo, mais c'est trop mon fantasme. Je veux trop voir ça. Exactement ce qu'on a dit qu'une collègue au boulot. Ah. T'as vu, on l'a réussi à caser dans notre mini Star T'as Wars. vu, J'ai c'est dit ça magnifique. exactement, une collègue qui est fan de Star Wars, il va revenir pour lui casser les noix. Ah, mais ça va être Bah tellement alors, bien. t'as raté, alors t'as tombé le sabre Ah, laser. est-ce qu'il alors, faudrait, c'est en ouh, guest loser. star, tu vois, c'est Harrison Ford qui arrive de l'autre côté, genre, hey, t'as vu? Voilà, bon, c'est le. Ouais, sauf que Harrison Ford, il a toujours avoué qu'il détestait son rôle de. Oui, bon. Donc bon, je pense C'est pas qu'il Harrison reviendra. Ford. Hein. On va pas lui demander son avis. Allez. Il ferme sa gueule, il revient. Pour un petit million. Voilà, Voilà. Ah oui, j'ai Un pas petit compris. avion, sinon, je sais pas. Bon, on va commencer la vraie news, s'il vous Ah, plaît. merde. Et c'est les 2 films de Batman, The Animated Series, qui ressortent en Blu-ray. C'est pas très étonnant puisque le Blu-ray, ils ont sorti un coffret intégral de Batman The Animated Series. Animated Series. Aux États-Unis, il y a un coffret collector qui est pas disponible en France malheureusement. Où du coup il y a Batman contre le fantôme masqué et Batman Sub-Zero qui est inclus dedans. Du coup c'est pas très étonnant qu'ils ressortent les 2 films aussi en France. Donc en France vous avez... Mais James, j'ai lu, il me semble qu'il devait faire une édition française justement avec les 2 films intégrés dedans. Alors tu me donnes des infos moi selon les infos on va avoir le coffret à 60 €, je crois. 66, moi j'ai vu. 60 euros. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Avec toute la série, et en plus on va avoir soit vous avez deux façons différentes de vous les acheter. Soit vous allez à la Fnac, il y aura un coffret avec les 2 films directement, soit vous allez ailleurs et vous allez avoir pour le même prix c'est-à-dire 15 €, racheter chaque film. Donc Bah autant prendre le coffret quoi.
Ouais, voilà, ouais. Ou à moins que tu veux des beaux coffrets, je sais pas, les coffrets de Fnac souvent ils sont pas super jolis. Oh, ça dépend, des fois ils font des éditions Fnac qui sont sympas, surtout en contenu, des fois tu peux avoir des contenus en plus. Ouais, moi ce que j'avais c'était joli, par contre c'était chiant à ranger parce que c'était un format infaisable, infernal et il fallait le coincer entre d'autres DVD. Par contre oui, c'était joli, t'avais souvent ça doit être c'est celui qui est tout en longueur là. Ouais, voilà. Ouais, c'est celui qu'on a aussi, ouais. Voilà, c'est joli, mais alors du coup tu peux pas le montrer parce que je le casse dans le coin de ton meuble. Bah c'est embêtant dans les collections. Quelle est une porte ou encore. Moi je trouve ça cool parce que c'est deux films qui sont vraiment sympas, notamment Batman contre le fantôme masqué qui pour moi est un de mes films d'enfance. J'ai dû le voir un milliard de fois. J'aime d'amour ce film, il est tellement beau. Je suis le seul sur la table à apprécier ce. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai pas grand souvenir, mais ça m'avait pas tant marqué que ça à l'époque. Guillaume, est-ce que ça te parle un peu? Je l'ai jamais vu. Tu as jamais vu Batman contre le fantôme masqué? Non. Et curieusement, le titre, tu vois, il me donne pas envie de le voir. C'est celui où Bruce il retrouve une fille, enfin il a une copine. Il y a une fille. Ah oui, d'accord. Alors oui, j'aime bien. Il y a les origines du Joker un peu en filigrane. Si, maintenant que tu dis ça me rappelle. Et Sub-Zero, c'est un peu les origines de. Ah, c'est Sub-Zero que j'aime moi. Mr Freeze. C'est Sub-Zero. Et son côté très romantique, tout ça. Et toi, ça te parle un peu? Pas du tout non plus. Non, moi tu sais, les films tout d'animation. Et même Batman The Animated Series, ça te parle? Si, oui, mais alors j'ai vu ça quand j'étais vraiment gamin pour le coup. Ouais. Ça avait pas autant de peut-être de hype ou de culte. Faudrait que je les revoie maintenant. Vraiment gamin, on était ados quand c'est passé. Hein. Oui, vous, oui. Je suis un tout petit peu plus vieux. Toi, t'as quel âge déjà? Si elle était ado et que t'étais plus vieux, t'étais pas gamin du coup. T'étais ado aussi quoi. Moi les premiers j'étais gamin quand je les ai vus, il me semble. Non, on était ados. Moi en même temps j'étais au collège quand ça passait sur Canal. Ouais. Moi j'étais petit, je m'en souviens. Bon, bah, je me souviens plus alors. C'est pas grave, on va se battre. Bon, en gros ça m'a pas marqué. Le fantôme masqué, ouais, pareil. Non, vous êtes très nuls. Ouais. Mais moi je les ai déjà en DVD, j'avais craqué pour le coffret. Pardonne-nous d'être révistes. Donc j'avais les coffrets DVD et j'ai envie de craquer pour les Blu-ray parce que. Bah après en même temps c'est des éditions qui sont remasterisées. Ouais. Donc ça peut être pas mal, surtout que par exemple sur la VF par contre. Moi je m'en fous, je veux la VO, il y a Marc Hamill. On s'en fout de la VF. C'est vrai qu'il y a l'un des meilleurs Jokers, un des meilleurs Jokers. Le meilleur Joker, c'est Marc Hamill. Pour moi quand même, le meilleur restera Heath Ledger. C'est Marc Hamill. C'est encore mieux, c'est Marc Hamill qui imite Heath Ledger. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai vu dans une convention, c'est trop drôle. Donc ouais, un peu de nostalgie. C'est sympathique. Ouais, j'allais dire sur la version DVD, tu vois, c'est que t'as les épisodes, ils sont en 4/3. Donc si t'as une grande télé, bah du coup ça fait tout petit. Donc si c'est remasterisé, ça peut être intéressant. Ouais, mais si c'est remasterisé comme si c'est remasterisé Buffy par exemple. Ah bah alors là, je dirais non, faut attendre d'avoir des critiques quoi. Oui, parce que souvent ils croppent dans le 4/3 pour faire du Après ils touchent les couleurs des fois. Enfin, il faut voir si c'est bien fait, mais après. Ouais, on verra bien. Pas, peut-être que Bruce Timm et Paul Ligné supervisent je ne pense pas. On va passer à une autre news et on va rester dans la nostalgie. Non, pas du tout. C'est Frank Miller qui récupère les droits de Sin City et l'affaire Weinstein n'a pas fini de faire des mags puisque Miramax, donc la sous-boîte de Weinstein, est en train de revendre une bonne partie de ses locaux, de ses studios et en même temps de son portefeuille de licences. Et c'est la société Lantern Capital Partners qui a récupéré une partie du portefeuille. Et elle a passé un accord. C'est eux qui sont chinois? Non, mais non, c'est Miramax apparemment c'est ce que tu disais. C'est pareil, Miramax ça appartient à Weinstein, donc il y a peut-être les Chinois. Oui, moi j'avais vu que le capital chinois était entré à Miramax, mais comme il est rentré à Hollywood de partout, donc mais je suis vraiment pas sûr qu'il soit majoritaire pour l'instant. Donc ils ont dû voir ça d'un peu loin. Mais après, oui, vu l'affaire Weinstein, c'était pas étonnant qu'il y ait des plâtres de partout et que ça vend un peu à la sauvette. Quoi. Et en tout cas, la société Lantern Capital Partner a passé un accord avec Frank Miller pour qu'il récupère les licences, la licence de Sin City. Pour l'instant, ça veut pas dire qu'on aura d'autres films. Ça veut surtout dire que Monsieur Frank Miller va avoir encore un peu plus d'argent qui va lui tomber dans la poche tous les mois avec les royalties. Il y avait une série qui est en préparation, mais du coup maintenant c'est mort à mon avis. Parce que c'était Miramax qui produisait ça. Donc il est encore en vie, Miller, quand même. Il a refait un Dark Knight il n'y a pas si longtemps que ça. Master Race, il a refait un 300. Mais est-ce qu'après la bite de Spirit, il a envie de refaire du ciné ou de la série? Non, en producteur. Ah ouais, non, faut pas laisser réaliser cet homme-là. Ouh là là. Ah non, pas The Spirit. Il faut qu'il soit accompagné de Rodriguez pour que ça soit à peu près correct.
Ouais, mais moi, moi j'aime beaucoup le premier du nom, mais le deuxième, je le trouve vraiment de moins quoi, bien. de Sin City. Ouais, Bah alors après, moi, ce que j'attendais vachement dans le deuxième, c'était toute la partie justement avec le personnage la Dava, parce que c'était ce le que j'avais personnage qui est joué par Eva Green. Parce que j'avais beaucoup aimé le comics. Je sais plus comment il s'appelle, J'ai tué pour elle, je crois. Non, c'est ça. Et j'avais beaucoup aimé tout. J'attendais. Alors c'est vrai que ça allait. Après Eva Green, c'est vrai qu'elle a le physique de femme fatale, donc c'est le seul segment qui tenait la route. Mais après les histoires, les histoires du premier étaient peut-être un cran au-dessus aussi. Les histoires adaptées du deuxième. Et puis même la cinématographie du premier était tellement. Enfin, quand tu revois. Oui, c'est cheap le deuxième en fait. Il est cheap. Ils sont arrivés à faire moins bien en effet visuel que le premier. C'est ça. Et puis il y avait des trucs qui marquaient le premier. Je l'ai revu il y a pas si longtemps et franchement les effets ils ont vraiment pas vieilli. Vraiment, c'est tellement. Non, mais en plus t'avais des choses qui marquaient. Je veux dire, moi quand je parle de Sin City, les gens ils me font ah mon dieu, Elijah Wood qui joue le rôle du tueur là qui mange les gens et tout là. Qui finit sans membre. Voilà. Et je sais que c'est un truc qui avait vachement marqué les gens. Il avait été vraiment. Et moi c'est le perso de merde comment il s'appelle. De Bruce Willis aussi, non? Non, celui qui est joué par Marv, mais du coup il est joué par. C'est non, c'est pas Ron Perlman, c'est. Non, c'est Rooney. Putain, merde. 9 semaines et demie. Ouais, c'est le mec dans Iron Man 2. Dans Iron Man 2, j'en plus son nom. Putain, merde, le russe. Ah, purée, j'en sais plus son nom. Mickey Rourke. Mickey Rourke. Non, Rooney, c'est un vieux acteur. On a fait des. Mais c'est vrai que Ron Perlman aurait bien pu faire un Marv sans maquillage. Il vaut mieux que tout ça, puis Ron Perlman. Mais j'avais bien aimé. Enfin, vraiment, il y a des super prestations. Il y a des têtes en plus là. Je me souviens pas non plus le nom du curé aussi qui a. Le curé, c'est celui qui jouait dans la série Nash Bridges là qui fait le père de Hugo dans oui je vois qui tu parles ouais. Je sais plus, il y avait un pote à Rodriguez vraiment des grosses têtes de ciné bien pourries quoi. Il y avait Benicio del Toro oui. Et c'est Luke Wilson ou Wayne Wilson, je sais plus. Aucun des deux. Si qui joue le à mon avis je savais qui tu confonds encore avec le mec de 30 jours 30 nuits. Non, pas lui. Tu confonds avec le mec de Terminator 3. Non, le gars qui viole des petites filles. Non, le pote des prostituées. Ah, bah Clive Owen. Je savais qu'il confondait avec quelqu'un. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est pareil. Donc, j'aime beaucoup le premier film. J'aime vraiment moins le deuxième. Le deuxième est réalisé que par. Non, toujours pareil. Rodriguez et. Okay. Non, Miller, il a pas mis il a plus été impliqué. Il a pu être plus impliqué parce que sur le premier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est aux États-Unis, quand on est dans la guilde des réalisateurs, des acteurs, on n'a pas le droit de co-réaliser un film. Donc pour pouvoir co-réaliser un film, il faut sortir de cette guilde. Et du coup, Rodriguez a dit allez vous faire foutre, je me casse. Et du coup, il a pu un peu plus travailler avec Frank Miller sur le 2. Hélas. Voilà. D'où la différence. Ils ont pas eu de récompense parce qu'il faut être dans la guilde pour pouvoir participer. Ouais, il me semble pour être nominé, ouais. Bon, après, c'est globalement une bonne nouvelle quand même. Sin City, c'est une belle claque en comics. Ouais, si vous aimez le noir. C'est chiant que ce soit chiant à récupérer. Puis en fait, il y a. Ouais, moi, il y avait des éditions qui étaient sorties. Mais elle est un peu chère. J'ai eu la chance, je les avais, c'est les intégrales Rackham. Je les avais achetés quand elles sont sorties, des grosses intégrales. C'est lesquelles là? Il y avait des intégrales sorties qui étaient blanches, il y avait plusieurs trucs. Moi j'ai des gros reliures noirs, on dirait la Bible de loin, mais de près. Oui, c'est ceux d'avant. Je crois qu'après ils en ont sorti des de l'intérieur encore moins. Mais moi j'avais la chance, je les avais trouvés à la bibliothèque de Montpellier, à la médiathèque Émile Zola. Et c'est comme ça que je les ai lus. Mais c'est un bon type ça. Si vous aimez tout ce qui est justement histoire polar, noir. Mais je sais que même à la médiathèque, c'est la même. Et Bisola, celle qui. Oui, c'est la grande qui est près de la piscine olympique. Ouais, il y a pas mal de comics où j'avais lu. Très Montpellier ça. J'avais lu. Les Hellboy, ils avaient aussi. J'avais lu quoi là-bas? Oui, c'est vrai qu'ils ont un rayon BD pas dégueulasse. C'est vrai. C'est comme ça que j'avais découvert Hellboy et quelle claque quoi. Enfin, on en parlera quand on fera Hellboy. Et toi, Guillaume, ça te parle un peu Sin City Sin City, je les ai vus les deux au cinéma et c'est tous les deux des films que j'ai complètement oubliés quand je suis sorti de la salle. Ah ouais, ils m'ont pas du tout marqué. C'est marrant. Mais il y a beaucoup de gens, ça leur a fait ça. Oui, après c'est un style particulier. Voilà. Faut kiffer, ouais. Faut aimer, Moi j'ai beaucoup aimé le premier, mais parce que je sortais du comics que j'aime beaucoup et moi, je les ai visuellement c'est un travail quand même assez extraordinaire et pour le coup là ça m'a bluffé. Le 2 par contre j'ai totalement. Mais le 2 il n'y avait pas l'effet de surprise et puis comme tu as très bien dit, voilà, le seul segment qui était vraiment intéressant c'est celui avec Eva Green et puis les autres il me semble c'était des inédits, c'était même pas adapté de comics et ils étaient pas terribles hein. Parce que en fait je me souviens vraiment de la patte visuelle qui est assez étonnante, mais par contre l'histoire je suis incapable de la ressortir. Je me souviens que ça parle de putes, d'armes et puis de coke, mais c'est tout. Voilà. C'est bon, tu as résumé. Tu as tout compris. Tu as l'essentiel. Oui, c'est parfait.
Rosario Dawson était très bien aussi dedans dans le premier. Oui, c'est vrai qu'il y avait Rosario Dawson dedans aussi. Elle est dans le deuxième aussi, non? Je crois qu'on la voit dans le deuxième. Je crois qu'on la voit dans le deuxième aussi. Parce qu'il y a la petite aussi qui revient, la Chine. La japonaise. La japonaise, ouais. Je veux dire. C'est pas grave. C'est grave. Ouais, voilà. C'est pas la première fois qu'on dira des conneries dans cette émission. C'est pas bien. Bah, tiens, petit disclaimer. Ça fait plusieurs émissions qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous disent, qui nous font des retours comme quoi on a dit des conneries. Merci à vous déjà de nous rectifier, c'est vraiment sympa. Mais après, je me dédouane pas de toutes les conneries qu'on dit. Hein. J'ai juste qu'on se pose pas en expert, on est juste des lecteurs comme vous et comme. Après aussi, ce qui est intéressant, je pense, c'est les infos suivant les sources qu'on a ou quoi. Des fois, on peut avoir des fausses informations et les garder en tête pendant plein d'années. Et puis finalement, bah voilà, comme ça, il suffit que tu lises un article un peu bidon et ça y est, tu te fais niquer. Bah regarde, on en parlait rien que sur le maquilleur du Joker dans Dark Knight. On avait lu, enfin, toi, t'avais vu une interview, moi, j'en avais lu une sur le maquilleur et il disait pas la même chose dedans. Tu vois, du coup je le place, j'ai vu cet après-midi, il y a pour les 10 ans de Dark Knight, il y a des gens qui sont allés interviewer le maquilleur, le mec qui a créé avec Heath Ledger le maquillage du Joker, et je vous le mettrai en description, l'interview elle est vraiment très intéressante. Il explique qu'il a vraiment créé ce maquillage avec l'acteur, qui se sont tous posés en se disant les inspirations qu'ils avaient pour le personnage et tout, et c'est vraiment très 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 intéressant. Je pense que c'est un acteur qui va nous manquer. Un rôle, une prestation qui va marquer, je pense, l'histoire du comics, Dark Knight. Ça a surpris parce que moi je me rappelle quand c'est sorti, tout le monde a dit non mais Jack Nicholson, mec, tu peux pas. Non mais le problème c'est que tu vois en fait il était catalogué genre acteur belle gueule. Ouais, Brokeback Mountain dans l'inconscient collectif, hélas basique. Pourtant c'est un très bon acteur. Quand tu as vu le film, qu'est-ce que t'as dit? Moi il m'a scié, juste scié. C'est vraiment c'est un Joker différent, c'était très malin et super malsain. Et c'est peut-être. On sentait vraiment le côté fou, enfin le côté brisé par le maquillage, par le look. T'en as pensé quoi du maquillage d'ailleurs? Ce côté vraiment déstructuré. C'est ça, c'est que c'est sale, ça va parfaitement avec le personnage. En plus, j'ai vu quelque part aussi que tout le jeu avec la langue qui sort, ça marche super bien parce qu'effectivement, des cicatrices comme ça doit forcément avoir un impact sur ta manière de parler, de déglutir, de ce que tu veux. Et le fait comme ça que de temps en temps, bon là c'est la radio, on va pas le faire, mais il joue avec sa langue à sortir de temps, c'est totalement dégueulasse. Et il le fait, c'est super inquiétant, il le fait vraiment bien, c'est son Joker à lui, et là pour le coup moi il m'a bluffé. Et il disait que vraiment ça a été créé avec en accompagnement, qu'à chaque sortie de scène il avait des idées pour le maquillage en disant ah ouais là on pourrait faire ci, là on pourrait faire ça, que vraiment du blockbuster et être un acteur engagé qui veut faire plaisir. Est-ce que Jared Leto a fait pareil du coup sur son Joker? Et Nolan alors il paraît que si en fait, il paraît que Jared Leto a habité totalement le Joker en fait il est arrivé avec une photo de Joey Star, il a dit je veux trop ce look. Non, il s'est habillé comme ça, il a affiché les jetons à tout le monde, il a envoyé des. Il y a Guillaume qui veut parler, il est là en mode. Oui, voilà, il envoyait des balles par courrier à la plupart des acteurs. Il est pareil qu'il était complètement fou sur le tournage. Bon, après, moi il me fait pas peur. Mais moi je me demande si est-ce qu'il nique ce Joker de Jared Leto, et après on passera la. Moi je voulais juste dire que c'était amusant qu'il habite le personnage pour 3 scènes et demie où on l'oublie complètement. Oui, après ça a été très globalement coupé au montage. Est-ce que c'est pas la direction artistique de David Ayer qui nique complètement ce personnage et qui nique complètement ce film qui est vraiment, enfin moi je... Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit peu le montage aussi? Oui, le montage. Je pense que c'est un beau travail d'équipe. Après, dans le Batman, dans Suicide Squad, c'est un perso excessivement secondaire, même s'il avait un rôle très beaucoup plus approfondi. Ouais, moi je pense qu'on en avait pas besoin. Alors que dans le Batman de Nolan. Mais si autant tu vois, juste ici que je me dis, bon, c'est un accident industriel, c'est un peu pas la faute, c'est un peu la faute de tout le monde et un peu la faute de personne. Autant Suicide Squad, moi, je vois déjà la direction artistique de base qui est foirée, et cette idée de on va les faire comme des gangsters. De toute façon, le problème c'est que tu as une entreprise qui veut présenter un produit mais qui ne sait pas à qui le destiner et ce qu'elle veut faire. Oui, c'est ça le problème en fait, c'est que Warner n'arrive pas à savoir qui il veut cibler ni comment il veut le cibler, parce qu'ils ont tenté le noir et comme ils se sont pris des bâches pas possibles sur Batman vs Superman, qui pourtant est un très bon film. Moi j'aime bien aussi. Et du coup ils ont tenté une merde type Gardien des Galaxies, sauf sans aucune raison de foutre des musiques dedans, mais ça en fait c'est des gens, ils regardent ce que le public aime, mais ils se posent pas la question de savoir si c'est adapté à leur. C'est de l'opportunisme stupide. Voilà. Ce qui est quand même pas mal.
On a un peu dérivé là. Tu vois, franchement, ça serait bien qu'ils arrêtent. Tu vois, ils devraient faire une pause pendant 2 ans, par exemple, ou 1 an, 2 ans, pour se recentrer sur ce qu'ils veulent. Mais et après on en a parlé la semaine dernière. Moi, je trouve que, je sais pas si t'as vu cette news, Mathieu, et même si tu l'as vu, que maintenant on peut plus dire, enfin, on doit pas dire, comme on disait avant, DCU, ouais, donc DC Universe Extended, mais Worlds avec un S of DC. Donc, ce qui implique un truc avec du multiverse, avec des films qui ont aucun lien avec les autres, et on tente des trucs et on voit. Je trouve ça extraordinaire qu'on essaie d'expliquer à des gens qui globalement n'en ont rien à branler que tu as des mondes de DC parallèles et compagnie. Enfin, vu le nombre d'entrées que ça fait, moi je connais des gens qui sont allés voir Avengers, mais ils ont rien bité aux pierres d'infinité et compagnie. Ils ont vu un film sur 4, ils confondent Iron Man avec Spider-Man et avec Batman. Ouais, c'est grave quand même. Iron Man et Spider-Man. Alors, j'exagère, mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se prendre le chou. Enfin, faut qu'il. Là, tu parles vraiment aux gros geeks et aux gros nerds qui vont. Ouais, mais c'est à la Comic Con, donc forcément, ils parlent. Ah, c'est la Comic Con, ouais. Oui, ouais. Mais bon, même les DCU, les Marvel Universe et compagnie, je trouve que c'est sidérant ce qu'ils arrivent à vendre. Après, tu vois, s'ils arrivent à faire un truc, parce que j'y réfléchissais par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, mais peut-être qu'ils peuvent faire genre des choses qui vont être adressées, tu vois, à vous, à nous qu'on connaît les comics, et des choses grand public, tu vois. Je pense par exemple à faire, ils voulaient faire un film Joker Harley Quinn. Bah, peut-être ça va être plus, tu vois, pour le grand public qui ont kiffé les deux persos dans Suicide Squad. Et nous, ils vont peut-être faire un truc. T'as le Joker de. Oui, ça c'est pas bête. Ouais. De Todd Phillips et produit par Scorsese. Ouais. Avec notre ami Joaquin Phoenix. L'angle qu'ils avaient pris après la branlée Justice League, qui a fait un four total, qui est effectivement d'arrêter un peu cet univers étendu. Voilà, ils arrivent pas, comme disait. Mais vous avez vu les trailers de Shazam et d'Aquaman, ça vous a. C'est affreux. Hein. J'ai vu qu'Aquaman, moi. Bon, je pense que. Mais Shazam est pas mal, hein, franchement. Shazam, pas mal. Ouais, c'est un crime contre l'humanité, ce truc. Moi, ça m'a pas fait rire. Est-ce que t'as lu le Shazam de Jeff Jones Ouais, il y a longtemps. Mais j'ai jamais vraiment accroché au personnage que je trouve stupide au possible. Ouais, non, mais voilà, quoi, c'est. Même dans les animés, ça sert à rien. Il est censé avoir la sagesse de je sais plus qui. Quand tu le lis, tu le trouves plus con que. Oui, mais c'est un gamin. C'est ça qui est drôle. Oui, bah dans ce cas-là, tu donnes pas comme pouvoir au personnage la sagesse. Oui, mais parce qu'il a du. Enfin, ouais. Il casse ses couilles à ses parents, oui, éventuellement. Qu'il soit relou. Non, moi j'aime. Enfin, regarde-le, tu vas voir, il est. Oui, il est bah, assez de toute façon, ils ont dit qu'ils allaient faire un film avec. Alors, du coup. Bon, il y aura The Rock dans le 2, non? C'est ça? Ouais. C'est Black Adam quelque part. C'est dans le 2, ouais. Il fera des du coup, c'est le 2 qui m'intéresse, m'en fous du. Et le Aquaman. Moi, j'ai confiance en James Wan. Parce que c'est quand même un bon réal. J'ai pas vu les Fast and Furious, j'ai plutôt vu ce qu'ils faisaient en horreur. Mais son Fast and Furious, il en a fait qu'un seul, et pas mal en termes de réalisation. Après, je trouve que le scénario, voilà quoi. Mais j'ai bouffé son nom, Conan. Il a la tête d'un. Merci. Il a la tête du con qui va très bien. Le gros bourrina, c'est que son trident. Ouais. Il y a peut-être moyen de se fendre la gueule, comme sur Deadpool. Et tu as vu qu'il y a Django Fett qui fait son papa. Oui, en plus, il ressemble pas du tout, mais il fait son. J'ai dit aller. Bon, allez, un peu de Star Wars, ça manquait. On arrête les digressions, on va passer à la dernière. Dès qu'on arrive à Star Wars, c'est digression. Bon. Ouais, t'as vu, c'est bizarre. Ouais. Bah, c'est dégueulasse. C'est de l'injustice. On va revenir sur DC, puisque après Panini, c'est Urban qui modifie sa formule de kiosque. Et l'affaire Prestalis, dont vous avez déjà parlé, qui continue à faire des victimes. Donc Prestalis, c'était le gros de la presse française, et ils ont pas mal de dettes et pas mal d'argent à rembourser. Et au lieu d'aller chercher des investisseurs, non, on va augmenter de 70% toute la distribution de magazines. Donc, ils ont peut-être pas envie de prendre des gens qui connaissent pas, je sais pas, ils veulent rester en famille, j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas. Les Qataris, ils ont acheté le PSG, ils peuvent pas acheter Lactalis. Prestalis, ouais. Des femmes à poil, du coup, ils veulent pas. Ah ouais, on va peut-être se faire chier alors. Sinon, ils ont qu'à arrêter de sortir certains magazines People et autres. Ce que disait Jordan, ça a niqué Canard PC qui est obligé de passer. Oui, c'est quand même très inquiétant comme News Zealand Econ, mais effectivement, l'un des plus grands distributeurs de périodiques de France qui augmente ses tarifs de 70%, ça va niquer, dis-le directement, ça va niquer une certaine niveau de presse qui n'a pas forcément beaucoup les moyens. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un autre niveau de presse qui a tendance à nous vendre de la merde les 3/4 du temps. C'est quand même très flippant et ouais, nous, ça nous impacte. C'est la suite de ta news dans les kiosques. Du coup, après Panini qui arrête complètement le kiosque, c'est Urban qui, au lieu de passer, il y avait 3 mensuels
donc Justice League Rebirth, Suicide Squad Rebirth et Batman Rebirth. Il y en a 2 qui vont passer à la trappe. Il va rester plus que Batman Rebirth à partir d'octobre. En même temps, Suicide Squad Rebirth c'était bien parce que j'en ai eu. Alors moi mon problème c'est que je les ai tous achetés depuis le début. Ah c'est toi. Mais si, mais on a. Mais j'en ai lu aucun. Si j'ai lu le 1 quand je t'attendais au coiffeur, t'avais acheté le 1. À chaque fois. Et c'était nul. À chaque fois je vais à Azimut et le libraire me dit mais t'es sûr que tu veux les acheter? Je te les mets de côté mais t'es sûr que tu veux les acheter? Je fais ouais je les prends. Mais ouais mais. On va voir c'est Jordan, ça va on le connaît. Bah remarque, t'auras le temps de les rattraper maintenant. Côté James, t'auras le temps de les rattraper comme ça. Ouais, là j'aurai le temps de les rattraper. Mais du coup, il y aura plus qu'un seul magazine, donc Batman Rebirth, qui va récupérer un peu toutes les séries phares. Ça va pas durer longtemps. Tu crois? Il y aura un seul magazine en kiosque. Il y a encore les bimestriels, donc les récits complets qui restent avec. Du coup, on pourra avoir et ça encore, tu vois, c'est pas mal les récits complets parce que même les gens qui sont pas trop kiosques, un petit récit complet, ça va, ça te prend pas des masses de. Un récit complet, c'est cool, c'est que t'as un arc entier, quoi. Donc tu lis ton arc entier, tu sais pour 5€. Oui, ça vaut super le coup, par contre. Oui, ça vaut le coup. Donc ça va rester. À côté de ça, il y aura les. Il y a Batman Rebirth qui a récupéré. Ils finissent quand même les arcs en cours. Les autres trucs continueront en librairie. Et du coup, ça nous fait. Par contre, ils ne montent pas de tarif. On reste à 5,60 pour 8 singles. Dans un seul numéro. James, j'ai une question. Les kiosques Star Wars, ils les arrêtent aussi, Panini? C'est une vraie question. C'est une bonne question. Parce que en tout cas, ça continue à poser des questions sur l'avenir du comics. Si on va pas tout finir par lire que de la librairie, quoi. Ou alors du numérique aussi. Ils peuvent très bien sortir ce qui était les kiosques, les sortir en librairie. Globalement, mais c'était quand Killing Joke, on avait déjà parlé à ce moment-là. C'est vrai qu'on en parlait juste avant l'émission. Moi, j'ai commencé par le kiosque parce qu'à l'époque il y avait rien d'autre que le kiosque. C'est lui qui faisait pas de librairie. Oui, mais après coup, il a fallu que. Je pense qu'on était quand même pas mal à commencer par le kiosque parce que c'était pas cher, facile d'accès, ça donnait un aperçu et après voilà, on prenait ce qu'on voulait. J'ai quand même l'impression que tu vas plus vendre. C'est dommage, il y a pas Jordan et Tim qui bossent en librairie. Ouais. Mais je pense que tu vends plus dans les librairies que dans les kiosques. Et puis c'est quand même financièrement assez intéressant d'avoir ton truc à 10 ou 12 boules avec 5 ou 6 numéros. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils marchent beaucoup en arc narratif de 6 numéros, donc tu as ton histoire. C'est des beaux documents, une préface avec une postface et compagnie. Tu as des bonus aussi, des fois qui sont sympas en fin de titre. Voilà. Moi, je disais la dernière fois, je me répète, j'ai lu un truc il y a quelques temps. Il y a des mecs qui commencent à se poser la question sur le single aux États-Unis, alors que le single, donc c'est ce format papier pourri qui sort tous les mois de 28 pages avec gavé de pubs. C'est le format de base du comic, c'est le format après historique, le strip. Quoi. Voilà, c'est après le strip, c'est ce qui est venu. Et des mecs sont en train de se poser la question, ça n'allait pas s'arrêter. Quoi. Mais du coup, j'en discutais un peu sur Twitter avec des gens, et ce format de les issues en single, ils sont dispo plus que dans les comic shops. Et les comic shops aux États-Unis, il y en a de moins en moins. Ouais. Et c'est triste en fait, j'ai l'impression qu'on perd un côté chaleureux, un côté, je sais pas, le comics papier est depuis longtemps sur la sellette en fait, parce que c'est quelque chose qui ne correspond plus vraiment autant. C'est une mythologie qui n'intéresse plus que les vieux geeks et puis les gens qui sont qui s'intéressent à cette mythologie là, mais c'est vraiment au final assez triste. Et c'est ce qu'on disait pour le cinéma en fait, on va voir du cinéma mais on s'intéresse pas à l'univers, on cherche juste le divertissement que ça amène. C'est ça, et finalement quand on s'intéresse à comment le film est fait, aux personnes qui font le maquillage, comme disait James ou autre, des fois on nous regarde comme si on était des extraterrestres parce que on réfléchit trop ou on voit pas le divertissement. Encore une fois, on en a parlé la dernière fois, on va vraiment, c'est dommage, on n'a pas eu le temps forcément de fouiller, on va vraiment se poser la question de l'avenir du comics, parce qu'effectivement, comme disait Guillaume, merci. J'ai encore un doute, il part demain, je sais plus. Comme disait, il faut l'appeler Bruxelles si tu veux. Pour ça, non, mais la Casa des Papels. Ça renouvelle quasiment pas. Aux États-Unis, on sait que tu as un noyau dur de lecteurs qui te font maximum 400-500 000 lecteurs qui vont tous les mois acheter Captain America, mais ils n'arrivent pas à renouveler. À un moment donné, ils vont cracher ces mecs. Ils vont s'emmerder. Ça fait combien d'années qu'on voit des reboots, des relaunchs, je relance, je fusionne. Est-ce que du coup, on peut dire aussi que le public a pas un peu un petit écœurement ou est saturé par tout ça quoi. Moi depuis que je me suis mis au comics, j'ai l'impression de lire souvent la même chose. Enfin, il y a quoi qui prend vraiment des risques et des forces. Du coup, dans l'indé peut-être. DC est en train de plus en plus faire un truc cool, et c'est qu'ils sont en train de créer plein de labels différents avec à sa tête pas des éditeurs mais des auteurs. Donc par exemple, t'as Jeff Jones qui a son propre label, t'as
Bendis qui va avoir son propre label. Et donc, en fait, il crée des petits trucs où les auteurs vont être libres de faire ce qu'ils veulent. Et apparemment, comment ça, la plupart, je sais pas si c'est du creator owned quand Vertigo. Ils ont dû Vertigo, avoir... non, je sais pas si c'est du creator owned. Je crois que les derniers, a priori, la remonte va être un peu plus créateur on parce qu'Image ça casse tout et Image Comics ils ont attiré des scénaristes et des dessinateurs extraordinaires. Mais ouais, même le Black Label chez DC Comics, c'est des histoires Batman, Superman, Wonder Woman, donc tu prends déjà du solide, mais des histoires qui sont complètement hors continuité. Les auteurs peuvent s'amuser et faire ce qu'ils veulent. Oui, mais après, est-ce qu'ils auront vraiment de la liberté aussi sur ces nouveaux labels? Regarde Sean Murphy. Bon, après, Sean Murphy vend. Oui, tu vends Sean Murphy. Je vais faire un truc, j'achète. Bah, c'est pas grave, j'achète, je cherche pas. Mais pour le coup, Black Label, tu vas vendre, je pense, beaucoup plus que le dernier. Azzarello et Bermero avec leur Batman Damned. Ça a l'air ouf. Et c'est chez Black Label. Et tu vas en vendre des caisses, alors que le Detective Comics 996, tu vas en vendre deux. Moi je sais qu'avant je lisais beaucoup, tu vois, tout ce qui était X-Men et tout, mais ça fait super longtemps que j'ai abandonné, parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression de voir toujours pareil. En fait, surtout les séries à rallonge, je trouve ça méga chiant en fait. C'est au bout d'un moment, toi t'es lecteur indé aussi. Ouais, je suis lecteur indé et j'aime bien les aventures qui ont une fin en fait. Oui. Mais après, tu vois, je prends l'exemple avec le manga, par exemple, tu prends l'exemple avec Dragon Ball. T'avais un personnage qui évolue, qui commence enfant, qui grandit, qui a des enfants, qui a des petits-enfants. Les fans de comics, on en veut pas. Bah ouais, mais c'est dommage, quoi. On veut très bien que l'Avengers évolue, par contre au bout d'un moment on veut Captain America, Thor. Ouais, mais pourquoi on pourrait pas avoir le petit-fils, on peut faire Peter Parker Black, Iron Man, Thor femme et puis et Robin mort. Bon, non, mais je trouve que ça aurait été sympa, tu vas avoir un côté un peu, tu vois, Legacy, quoi. Un côté le petit-fils de Iron Man qui a repris le flambeau. Mais non, ça c'est pas possible. C'est très fermé quand même. Si tu vas faire un What If qui va vendre 15 000 exemplaires. Ce que je voulais dire, attends, juste, il y aurait pas un problème de public aussi. Attends, Marvel est en train de faire la même chose que DC, puisqu'ils ont relancé le label que tu kiffais avec les. Max Black Knight. Oui. Et ben c'est Tony Coates ou Danny Coates. Je crois que c'est Tony Coates. Dites-moi en commentaire. Danny Coates, c'est pas le gars qui a fait du Black Panther ouais, peut-être. Captain America. Non, c'est Danny Coates. C'est un autre mec avec un nom un peu pareil. Pardon. Je suis désolé. Alors on va l'appeler Bidule. Là, pour nous, ça, là, vous pouvez dire qu'on dit de la merde. En tout cas, c'est un mec qui gère pas mal. Je crois qu'il était à la tête de plusieurs trucs déjà chez Marvel, et là il lui file le label White. Non, c'est pas White Knight, c'est Black Knight. Black Knight. Oui, il y avait un truc, c'était Daredevil, Punisher. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'était Jimmy Palmiotti qui faisait ça à l'époque. Ouais, il relance ça du coup. Ah, bah c'était sympa, c'est sympa. Ouais, ils avaient relancé 3 séries un peu dans leur coin, comme ils font. Ils aiment bien relancer les. Bah du coup, ils voient que Street qui marche bien. Ça marche bien. Les labels, donc c'est intéressant ce qu'ils font. Encore une fois, je me répète, on s'est fait chier ces dernières années avec des relaunchs, des reboots. Je relance l'univers et je te mets une femme là, un black là, un truc comme ça, des minorités, ça va pas marcher parce que derrière la qualité. Mais parce que c'est débile de faire un truc juste parce que c'est à la mode. C'est l'opportunisme absolument, comme disait Guillaume tout à l'heure. Là, pour le coup, on a enfin un travail éditorial qui ressemble à quelque chose. DC me faisait plaisir avec le Black Label, avec je me rappelle jamais le nom de ce label du mec qui fait du rock, c'est pas possible. Il y a Mother, Panic. Milkway, un truc comme ça, ouais. Young Animals. Mais il marche plus, il vendait pas, du coup ils l'ont. Je vais quand même donner un truc au reboot d'ici, c'est qu'ils ont réussi à rendre Aquaman plus ou moins intéressant. Le Aquaman de Jeff Jones, c'est des c'est un argument béton, ça. Mais de toute façon, tout ce que touche Jeff Jones, ça se transforme en or, pour moi. Mais pour le coup, c'est intéressant. Là, ils ont enfin trouvé la solution à leur système parce que tu pouvais pas relancer l'X-Men tous les mois. Ça pouvait pas. J'ai une autre news. Bon, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais j'ai une dernière news pour toi. Ça va plus te parler à toi parce que je pense que tu es moins fan de Green Lantern. Ça va. Et c'est Grant Morrison. Grant Morrison qui récupère les Green Lantern. Pour 12 numéros, je crois, à la rentrée. On va rien comprendre, ça va être génial. Par contre, on va rien comprendre. Mais ça va être génial. Apparemment, il va laisser un peu de côté. C'est comme le Twin côté, Peaks, c'est ça multi-lanterne. Green Lantern, moi j'ai lu ces derniers temps. Alors c'est très bien. Par contre, si t'as pas un bac plus 15 dans Green Lantern, tu ne comprends pas rien à ce qui se passe. Et ça m'aidera pas avec Green Lantern alors. Fantôme Lanterne, mais j'ai juste rien compris à ce qui se passait, quoi. C'est Vendetti qui. Il y a un Fantôme Lanterne. Du coup, il lâche Vendetti pour. Super, c'est bien. Ouais, mais c'est pratique. Voilà, faut relancer ces trucs-là. Bon, c'est moins pratique. C'est compliqué. Moi j'aime bien, je me régale sur les derniers, mais c'est quand même compliqué. Faut vendre après. C'est bien beau de faire du comics pour du comics. Mais du coup, Grant Morrison, ça te vend un peu de rêve. Grant Morrison me vend du rêve. Ce mec est complètement fou. Ok. Je comprends rien à ce qu'il fait. On va quand même passer à
V pour Vendetta, je t'aide. Mais du coup, souviens-toi du 5 novembre 1605, de la conspiration des poudres de Guy Fawkes et de Jacques Ier. Souviens-toi tant, car l'oublier jamais, je ne m'en pourrais me résoudre. Du coup, c'est comme ça que commence c'est magnifique. ce magnifique. Et avant je pense que c'est fait. Tu gères De coup, je ferais quoi? Tu gères la review ou pas du tout? Ah bah, j'ai noté quelques infos, mais. D'accord. Voilà, c'est toi qui prendras la responsabilité de cette mais je ne suis pas une spécialiste d'Alan Moore, moi. Moi, je peux. Ça, ouais, vas-y. Ah bon, vas-y, je te laisse faire. Vas-y. Moi, j'avais noté au cas où s'il y avait personne. Moi, j'en parlerai après de comment j'ai pris le. Vas-y, je te laisse présenter un peu l'œuvre et présenter Alan Moore d'ailleurs. Alors, avant. Alan Moore, c'est le mec qui a la plus magnifique coupe de cheveux qui existe sur cette planète. En fait, il me fait penser à comment il s'appelle, à l'autre là, Rasputin, voilà. Rasputin. Ouais, bref. Alors, Alan Moore, pour le présenter, c'est un vegan païen qui a plusieurs fois dit qu'il voulait sacrifier des filles vierges, qui est complètement cinglé, hein, on peut le dire comme ça. Il a envoyé chier absolument toutes les maisons d'édition qui existaient sur cette planète. Il vit à Northampton où il a écrit un bouquin il y a 1 an qui s'appelle Jérusalem, qui a un pavasse de 1500 pages. Lisez-le, c'est extraordinaire. Et donc Alan Moore, c'est probablement pour moi le plus grand auteur de comics qui ait existé. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je valide aussi. Ouais. Il m'a quasiment systématiquement mis une claque dans ce qu'il a fait. En particulier Filles perdues. Ah, j'ai pas lu celui-là. Ouais, bon, quasiment, j'avais dit. Bref, et donc il a sorti de 84. Parle bien de ton micro. Si tu mets loin, après on t'entendra. Il a créé de 84 à 91, si je me trompe pas. Alors moi, j'ai trouvé 82 à 90. Alors c'est peut-être ça. Ah bon. Bon bah, écoutez, on a une fourchette. Années 80 du coup. Voilà, il a commencé à créer 80. Un moment. Un jour, il s'est levé, il a dit tiens, je vais écrire V pour Vendetta. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle du coup V pour Vendetta avec David Lloyd au dessin. Les dessins sont très particuliers, très vintage, très stricts, oui. Et donc ça parle dans une société très orwellienne au final, après une guerre nucléaire où l'Angleterre a coupé les ponts avec absolument tout le monde et en guerre contre l'Écosse. L'Angleterre est aux mains d'un parti fasciste et pour s'opposer à ce fascisme, un homme, V, donc qui n'a pas de nom, pas de visage et qui représente au final ce qu'on appelle l'anarchisme-individualisme. Je vous ferai un cours là-dessus plus tard si vous le souhaitez. Et donc V s'oppose au système et avec la complicité d'une demoiselle dont j'ai complètement oublié le nom. Ivy, voilà, qui au début du livre essaie de se prostituer mais se fait choper par des miliciens. Elle a 16 ans, il me semble. Elle a 16 ans, c'est ça. Et donc avec la complicité d'Ivy, il décide d'agir pour combattre le système. Et donc ce livre, en plus du récit très orwellien, très 1984 de comment est-ce qu'une société tombe dans un système totalitaire, nous raconte comment un homme, à partir de symboles de réflexion politique et de pouvoir donné au peuple, peut permettre de renverser le gouvernement. Et donc c'est plus qu'un comics, c'est surtout une réflexion très politique, parce qu'il y a vraiment des moments très intelligents sur quelle est la puissance de l'anarchisme, quelle est l'intelligence de l'anarchisme. Et le leg de ce truc, ça a été le mouvement Anonymous avec le masque de Guy Fawkes, qui a été un des conjurés de la conspiration des poudres en 1605. Et donc le masque que porte V... C'est ça, que porte V pendant tout le... Et ça parle aussi de Vendetta, oui, Vendetta, donc il y a un côté vengeance aussi. Vengeance, parce que V a subi des exactions de la part du régime et donc des expériences, et donc laissons les gens découvrir. Voilà, mais on vous laissera découvrir. C'est pour moi, c'est l'œuvre par laquelle j'ai découvert les comics et c'est l'œuvre que je recommande à absolument tout le monde quand on veut découvrir le monde des comics, parce que c'est une œuvre d'une intelligence vraiment extraordinaire. C'est chaud de commencer par un truc aussi. Moi, je pense que tu commences par un des meilleurs. Pour moi, c'est un des meilleurs comics de tous les temps. Et tu peux forcément ne. Il y a des raisons si je ne lis que de l'indé du coup. Voilà. Tu sais, James. Forcément que déçu après avoir. Tu sais, James, quand je me suis remis aux comics, que tu sais, j'avais lu un peu dans l'adolescence des trucs que je trouvais dans les supermarchés, machin. Et puis à un moment, je me suis remis aux comics. J'ai commencé par Watchmen et après, je me suis fait V pour Vendetta. Voilà. Parce que les deux trucs qu'il faut pas. Non, mais c'est des claques, quoi. C'est vraiment. Ah oui, moi trucs, ça a été. adoré, on va faire un premier tour de table. Comment vous avez découvert V et qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a changé la vie? Est-ce que ça vous a J'ai trouvé une alternative au Viagra en fait en lisant ce comics.
Alors moi j'ai préféré le film. Non, je déconne. Non, je déconne. Oh, on peut rien dire. Alors moi j'aime bien le film. J'ai découvert V. Donc je lisais du comics mainstream, super héros, super slip, méchant de la semaine, des couleurs de partout, génial. Et puis à un moment donné, forcément, lorsque tu as grandi, t'en as marre des... voilà, lorsque tu as grandi ton cercle et que tu te renseignes un peu, tu commences à voir des choses un peu plus intéressantes. Et bien évidemment, j'ai tapé dans le Watchmen d'Alan Moore. On m'en a dit du super bien. Et j'ai pris une claque énorme, même si on m'en a dit du super bien, parce qu'il y avait une puissance narrative dans les personnages et dans le fil rouge et dans l'intensité qui était extraordinaire. Et du coup, bien entendu, j'ai commencé à lire le reste. Et donc j'ai enchaîné après avec From Hell et V for Vendetta. Ah oui, From Hell aussi. Et pour le coup, il y a eu une trilogie de lecture où tu découvres ce que c'est le comics, c'est un peu arrogant, mais tu découvres ce que tu peux faire avec du comics. Et pour le coup, oui, j'ai quand même eu pas du mal à m'en remettre, mais tu fais wow, c'est quand même très 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 bien écrit, c'est très intelligent. Voilà, donc ça te décrit cette espèce d'Angleterre totalitaire complètement perdue, mais plein de messages. On en parlait avec Killing Joke la dernière fois, on se demandait si Killing Joke a pas été le début, donc Killing Joke, l'origine du Joker selon Alan Moore, a pas été le début de beaucoup de choses. Mais du coup, là, on m'a dit après qu'en fait Killing Joke il l'a fait quand il... Je crois qu'il... bon, je vais peut-être dire encore des conneries, mais je crois qu'il était déjà bien connu, il avait déjà fait Watchmen, il avait déjà fait pas mal de trucs. Oui, c'était l'un de ses derniers machins chez DC, mais voilà. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que Killing Joke était peut-être le début de quelque chose. Et là, dans Watchmen, dans V for Vendetta, tu vois quand même des concepts que tu as découvert plus tard. Je dis pas que c'est la source de tout, mais le fait que tu puisses pas tuer une idée, le fait que tu aies une espèce de personnage qui va arriver, qui va faire un travail, qui va passer une espèce de flambeau à un moment donné, les Anonymous, comme disait Guillaume. Tu sens quand même que quelque part ce truc est une base quelque part de tout peut-être ce mouvement anarchiste. Ouais. J'ajouterais en fait que ce comics est bourré de références. Justement, il y a l'idée que tu ne peux pas tuer une idée, c'est de Platon à la base. Il y a aussi cette phrase très connue que V dit au début, où il cite Faust, par le pouvoir de la vérité, j'ai vaincu la tyrannie, je crois, je sais plus exactement, mais bref, il n'arrête pas de faire des références, et autrement dit, si vous voulez vraiment comprendre V, armez-vous de Wikipédia, parce que sinon vous aurez du mal. Mais en plus, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est un personnage qui est on disait dans une britannique qui est complètement totalitaire. Une britannique. Une Angleterre. La perfide Albion. Ouais, voilà. Alors je crois que page 2, je l'avais noté pour déconner, il avait marqué qu'ils aimeraient bien faire que Make Britain Great Again. Oui, je l'ai renoté, je me suis dit, mais en fait, ce titre, il marche encore maintenant, quoi. Sauf qu'en fait, c'est une idée de Reagan de 84. Ah d'accord, donc c'est tout à fait actuel. Bon, tout va bien. Bon, en tout cas, il a bien repris l'idée parce que ça fonctionne encore maintenant. Mais du coup, en fait, il n'y a plus du tout de culture dans cette. C'est le principe de base, oui, justement, empêcher la culture pour empêcher que les gens réfléchissent. Et quand, en fait, il va récupérer Ivy et il va lui faire découvrir un peu la culture. Et en fait, ce mec, il a dû se construire grâce à la culture et en fait, c'est super intéressant. Moi, c'est un des trucs qui m'a plu. Ça m'a rappelé aussi le bouquin Fahrenheit 451 de 451, merci. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, le fait que le savoir, ça peut être une arme. Ouais, et oui, moi, quand j'ai lu ça, moi, j'ai toujours tendance à trop réfléchir, mais quand j'ai lu ça, c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, dès qu'on te dit quelque chose d'une info, faut toujours avoir du recul et pas hésiter à faire des recherches à côté, à essayer de comprendre. Du coup, t'as pas donné ton... Ah oui, bah alors moi, du coup, en fait, je peux dire merci à Zack Snyder. C'est Zack Snyder? Je me trompe. Non, c'est les frères Wachowski qui l'ont réalisé. Non, mais je parle du film Watchmen. C'est ça. Ah, oui, Snyder, non, parce que dans les Snyder, je me trompe. Ouais, je me trompe toujours. Snyder, c'est le réalisateur. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais vu la bande-annonce de Watchmen. Je dis, oh putain, ça a l'air trop bien. Et je vois que c'est un comics. Alors, du coup, je me dis, je vais lire le comics avant de voir le film. Et j'ai adoré le comics. Et je me dis, ah putain, il faut que je lise d'autres trucs d'Alan Moore. Et du coup, j'ai fait V pour Vendetta. Et après, j'ai fait From Hell. Et ensuite, après, j'ai vu les films. Tout le monde oublie la Ligue en fait de Alan Moore. Oui, je l'ai lu aussi la Ligue, j'avais oublié de citer. Mais j'ai pris franco-belge, moi je trouve que vraiment comics. Surtout il se fout de la gueule de Stanley du début à la fin dans la Ligue. Mais les dessins, j'avais beaucoup aimé les dessins en fait dans la Ligue. Il y a un côté un peu psychédélique quoi. Oui, c'est O'Neill. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le savoir et l'importance du savoir, en fait je vais te conseiller le documentaire Ni Dieu ni Maître qui est sur YouTube, qui est un documentaire Arte, regardez-le. Et c'est vraiment une idée de ce qu'on appelle l'anarchisme individualisme, et c'est une idée que si le peuple a le savoir, le peuple peut s'extraire de sa condition et donc disposer de lui-même, et donc c'est s'opposer au fascisme, parce que c'est ça. Faut remettre dans le contexte, dans les années 80, on est encore dans la guerre froide. Et donc, dans l'idéologie de l'époque, on oppose capitalisme et communisme. Et Alan Moore, il a toujours dit, non mais c'est con au possible.
parce qu'on oppose des moyens de comment est-ce qu'on va gérer des productions, mais on s'en fout politiquement, ça n'a aucune importance. Les seules existences politiques qui existent, c'est le fascisme et l'anarchisme. Le fascisme, c'est tout à l'État, l'anarchisme, c'est rien à l'État. Et donc c'est pour ça que cette opposition de... Comment il s'appelle le maître déjà, enfin le dirigeant dans... j'ai oublié son nom. Bref, l'abruti de base, avait une existence... amoureux de son organisation. Ouais, je sais plus. Enfin, V est un symbole, il n'a pas d'identité, on ne sait pas son visage, on ne sait rien du tout. Il représente vraiment cette idée de l'anarchisme, c'est-à-dire la personne qui incarne une idée, un idéal, face au pouvoir personnifié. Et c'est vraiment ça, cette opposition. Mais après, il y a aussi, par rapport à l'opposition aux médias, c'est-à-dire que quand on a le savoir, on va remettre en question ce que vont affirmer les médias. C'est ça. Donc c'est aussi intéressant de montrer justement, parce que on voit que le pouvoir utilise les médias pour faire passer leurs idées, pour faire condamner telle ou telle personne parce que ça leur plaît pas. Enfin, on voit à quel point l'utilisation des médias, c'est dangereux. Et quand on a des gens qui sont cultivés, qui vont voir ces médias, ils vont forcément avoir du recul. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant, quand on voit que les médias utilisent, par exemple, je sais pas moi, la peur pour que les gens soient dessus, ou même, exemple parfait, cette connerie de Coupe du Monde, je m'excuse auprès de ceux qui aiment le foot, mais la Coupe du Monde, c'est un exemple parfait. Je suis désolée, mais pendant qu'on parle de la Coupe du Monde, on parle pas des conneries de Macron et d'autres conneries qu'il y a par derrière. Et du coup, les gens, ben voilà, ils sont aveugles en quelque sorte. Oui, mais Oui, mais on est champion. Alors là, mais écoute, moi je gagne au Trivial Poursuite et je suis champion aussi. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'était un monde qui était très orwellien, parce que Orwell dans 1984 précise bien que qui contrôle les médias contrôle le peuple, et plus encore, qui contrôle la parole contrôle le peuple. C'est pour ça que Orwell invente la novlangue et que la culture dans V pour Vendetta est si confisquée. C'est parce que qui contrôle la culture contrôle les pensées en fait. C'est ça. Et puis quand il faut, on fait plaisir au peuple, on leur donne un truc qu'ils veulent, mais c'est même pas un truc qu'ils veulent vraiment, c'est un truc que l'État te dit ce qu'ils veulent. John Saxon, où tu tues des noirs, des juifs et des homos. Mais est-ce que ça répond vraiment à une demande du public? Non, c'est l'État qui va induire cette demande pour la contenter par la suite pour qu'ils soient tranquilles, quoi. C'est ça qui est vicieux. C'est quand même diablement encore actuel. C'est globalement flippant d'ailleurs, parce que ça fait partie des machins. C'est pour ça que cette œuvre est si brillante, c'est que c'est quelque chose qui est toujours très actuel et qui est très juste en fait. Ce qui est flippant en fait, c'est que tu as l'impression que les gens l'ont lu pour faire le contraire voilà, pour pouvoir. Ah bah c'est comme ça qu'il faut contrôler les gens, super, on va faire ça alors. Mais oui, non, c'est quand même très 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 puissant. J'ai beaucoup aimé les persos secondaires aussi, pour le coup. Il y a il y a vraiment. Alors il y a le perso de V forcément qui est. Bon, c'est difficile de parler du perso sans spoiler sur tout ce qui est autour de son identité. Très vite, en fait, on s'en fout. Ça reste intéressant. Il a un charisme, il a un truc. Il y a toute une enquête qui va arriver à un moment. Elle est quand même intéressante. Oui, mais après, c'est anecdotique, mais ça. C'est vraiment après tous les persos secondaires qui sont très 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 réalistes. C'est ça. Il y a plein d'histoires super intéressantes. Enfin, le fait d'avoir divisé l'organisme de contrôle en différents sens, que ça soit. Oui, c'est cool. La main, le nez, l'œil. Le finger, c'est les hommes de main. L'oreille, c'est les mecs qui t'écoutent. En fait, il y en a 5. Il y a le dirigeant, la main qui dirige. Le destin aussi. Oui, c'est le destin. Fate, c'est l'ordinateur. La voix du destin. Le nez, c'est les investigateurs. Enfin, la vue, c'est ceux qui vont regarder les caméras, ce que tu fais. Voilà, le nez, c'est ceux qui vont, c'est les investigateurs. Enfin, c'est les enquêteurs. C'est horrible cette société parce qu'il faut qu'on fasse gaffe en permanence à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, parce que le moindre truc qui montre qu'on n'est pas à fond dans les idéologies du régime ou quoi. On les voit en train ils écoutent toutes les conversations téléphoniques qui sont écoutées. Mais c'est vraiment des hommes, voilà, c'est que c'est pas, t'as pas un système derrière avec des chars d'assaut ou un truc très froid, c'est vraiment des hommes qui sont arrivés à ce point-là où ils se sont dit, pour se sortir de ce merdier, parce qu'effectivement il y a eu la guerre, il faut l'ordre, et là Vendetta arrive avec un autre. Et ça rappelle beaucoup la RFA, enfin la RDA des années de ces années-là, parce que quand le mur est tombé, on pouvait aller aux archives dès l'après-midi pour voir qui avait dénoncé qui, et on s'est rendu compte plusieurs fois que des membres de la famille, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs avaient dénoncé quelqu'un. Donc il y a un moment, il y a vraiment ce côté surveillance absolue. Je sais plus si c'est V ou c'est quelqu'un d'autre qui fait cette référence, mais il y a une référence à l'expérience de Milgram. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, l'expérience de Milgram, j'allais en parler. C'est des gens qui ont été sélectionnés, et en fait ils sont sélectionnés pour envoyer des décharges électriques à quelqu'un dans une autre pièce. Dans une autre pièce, s'il ne répond pas aux bonnes réponses à un test. Et en fait il y a des scientifiques qui sont derrière eux en disant envoyer les trucs. Et plus on résiste, plus ils font. Vous devez le faire, c'est obligé de faire. Et donc, en gros, l'expérience, c'est en gros quand on est face à une figure d'autorité, bah du coup, on a tendance
voilà, à se soumettre parce que soit on a peur, sachant que la personne en face est un acteur et qui reçoit pas. Il y a un documentaire entre guillemets qui est, je sais pas si vous l'avez, c'est le jeu. Merde, je connais plus le nom. Ils en ont fait un jeu télévisé, mais c'est de la merde. Regardez plutôt le film Icar, qui est brillant parce qu'il explique tout du début à la fin. Et si ça vous intéresse, vous renseignez-vous aussi sur la prison de Stanford qui est... Ah oui, ça aussi je voulais en parler, c'est super bien. Qui reprend les idées de Milgram et qui demande comment ça se fait que quelqu'un puisse faire des exactions comme ça. Donc ça reprend en fait toute la philosophie de Hannah Arendt sur la banalité du mal. Mais ça c'est souvent des choses qui ont été reprises. Il y a beaucoup de séries qui reprennent ça. Moins sexy. Juste pour expliquer, c'est en gros, on a une prison avec des gens qui vont faire les prisonniers. Et c'est vrai. Et des gens qui vont faire en gros les gardiens. Et on voit que les gardiens, finalement, ils vont prendre plaisir à faire ça, et ils vont devenir de plus en plus sadiques en gros. Après, donc c'était le docteur Zimbardo qui a fait ça, il a fait un TEDx il y a pas longtemps, mais on s'est rendu compte il y a 3 semaines qu'il avait bidonné son expérience. Donc il y a tout un débat actuellement, si vous voulez aller voir sur Percé, c'est fascinant. Mais bon, du coup, c'est à prendre avec des pincettes la prison de Stanford. Ok. Mais c'est pas l'expérience de Milgram. Après, c'est vrai que ça allait super loin. Milgram, il y a 12 000 expériences qui ont été réalisées pour vérifier que ça marchait bien. Voilà, je suis spécialiste de la torture, donc c'est tout ce que vous voulez. Ah, il est bien lui, c'est sympa. Pourquoi moi j'avais bien aimé le jeu télé, je l'avais trouvé assez. La torture, on n'en parle pas assez. Enfin, en tout cas, du coup, il prend cette expérience pour dire que sous le cadre de l'autorité, on est capable de faire n'importe quoi, et l'humain après l'humain on est que la peur, l'instinct, c'est par exemple on te dit si tu fais pas ça on va menacer ta famille, un truc comme ça, forcément tu vas te dire OK, je vais les protéger ou j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc c'est l'une des grandes thématiques de V for Vendetta, c'est les gens font des choix à un moment donné. Il y a une scène où effectivement ils disent mais vous parlez de boucher, vous les avez quand même tous élus, et derrière t'as forcément une image avec Staline, Hitler, Mussolini. C'est une époque, je suis très mauvais en histoire, Thatcher est pas très loin peut-être en Angleterre. Thatcher elle y était quand il a commencé. Ça. Et du coup, pour répondre aussi à cette question, c'est que V pour Vendetta pose la question de notre responsabilité. Pourquoi quelle est notre responsabilité? Est-ce qu'en votant on a une responsabilité, en ce qu'en ne votant pas on a une responsabilité? Et vous les avez élus, c'est ce qu'il dit dans son. Il y a un fameux speech qu'il fait à la télé où il parle à tout le monde en disant mais c'est vous qui avez élu ces gens. C'est ça, c'est qu'en fait il donne le choix. D'ailleurs, je l'ai relu pour l'occasion bien sûr. Il y a quelque chose qui m'a fait bizarre, dont je me souvenais pas, c'est que justement à un moment donné ce V arrive à passer à la télé et il leur dit je vous donne 2 ans. Au bout de 2 ans il faut que vous avez 2 ans pour réagir, et ça on l'a pas à la fin pour le coup. J'ai regardé après les dates, j'ai relu un peu. Ça se passe en 88 je crois, 90, et pour le coup, mais voilà, le principe c'est ça, c'est qu'effectivement je vous dis pas ce que vous devez faire, c'est voilà, la situation est telle, je vous donne un choix, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là où le personnage de V est assez fascinant. Pour reprendre des trucs de Donjons et Dragons, il serait plutôt chaotique neutre, parce qu'on se rend compte qu'il fait des choses particulièrement horribles, en particulier quelque chose... il fait des meurtres. Ce qu'il fait à Ivy aussi au milieu de la... Enfin, ce qui est quand même particulièrement violent. C'est violent, mais en même temps, j'ai l'impression que le personnage d'Ivy, c'est comme si c'était nous, qui pense que c'est nécessaire de nous choquer pour qu'on prenne conscience de ce qu'on fait et dans la réalité dans laquelle on est. Mais est-ce que V c'est pas le... Attends, j'allais dire juste pour finir, mais du coup il y a une question moi qui m'est venue à l'esprit en lisant ce bouquin, c'est que est-ce que finalement cette violence qu'il y a dedans, est-ce que c'est vraiment la solution à avoir pour sortir de là? Est-ce que tu vois, quand on parlait du savoir, de la culture, de plein de choses, est-ce que ça serait pas finalement les armes qui seraient peut-être plus idéales que combattre la peur et la violence par la violence, quoi? Alors je vais t'embêter avec un petit cours d'histoire politique. 2 minutes. Ça m'embête pas. Vas-y. Alors, il y a un auteur allemand qui s'appelle Max Weber, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'est demandé pourquoi est-ce que l'État a le droit de frapper. Et il dit l'État a le monopole de la violence légitime. Autrement dit, c'est lui qui a le droit de flinguer les gens. C'est pour ça qu'il y a la police. C'est parce que c'est eux qui ont le droit de vie et de mort sur les gens. Parce qu'ils ont une fonction de protection, donc ils ont une fonction de répression. Et à partir de là, la fête du 1er mai, je ne sais pas si vous le savez, à la base, il y a eu des manifestations anarchistes aux États-Unis. La police n'a pas aimé. Ils ont fait semblant que les anarchistes mettaient une bombe quelque part, alors que c'est eux qui l'avaient mis, et ils ont flingué tous les leaders anarchistes à Chicago. C'est pour ça que le 1er mai est férié à la base. Et à partir de là, les anarchistes se sont dit pourquoi est-ce que l'État a le droit de nous flinguer, et nous on n'a pas le droit de les flinguer en retour. Donc il y a eu tout ce qu'on appelle l'épisode des bandits tragiques. Donc ça va être la bande à Bono, ça va être l'international anarchiste, qui est à l'origine de la Première Guerre mondiale, soit dit en passant, on l'a oublié ça, parce que c'est eux qui butent l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Et
Ah, c'est curieux. Mais on remarque souvent quand on regarde l'histoire et tout qu'il y a beaucoup, en fait, les guerres et tout, ça fait beaucoup de manipulations à côté que de vrais pays. Et les anarchistes, en fait, se posent cette question. Est-ce que par la violence, par des attentats, par des assassinats politiques, par les premières lettres, les lettres à l'anthrax, à la base c'est de eux. Les bombes c'est de eux. Ah, c'était des mecs géniaux, hein. Parce que à l'époque où les anarchistes arrivent, il y a Nobel qui vient d'inventer la dynamite. C'est pour ça qu'on a créé les prix Nobel, hein, c'est parce qu'il culpabilisait de voir ce que son invention avait fait. C'est pas une blague. Et du coup, les anarchistes se sont dit, bah on va flinguer parce que le problème actuellement, le problème du 19e siècle, c'est la question sociale, et donc il faut que les travailleurs aient le droit, ne serait-ce qu'à avoir un jour de congé et une semaine de 8 heures. Ça, c'était les revendications, une journée de 8 heures. Ouais. Les revendications de l'époque, c'est pas mal. Et du coup, ils se sont dit, bah, pour rallier les gens à notre cause, bah, on va flinguer des personnes. Et du coup, c'est posé toute cette question de est-ce que la violence est légitime ou pas pour réussir à faire quelque chose, à avoir nos questions. Et donc, du coup, est-ce que selon toi, Moore pense que V est le mal nécessaire de... Je pense, oui, parce que Moore, encore une fois, est un extrémiste. Je veux dire, il est vegan, il est païen, il est anarchiste, il estime que la mort peut être nécessaire des fois. Il a plusieurs fois fait des tweets ou des articles où il appelle à la mort de Donald Trump, par exemple. Et ouais, peut-être pas tweeté, mais il a article, hein, mais bref. Alors, il me semble qu'il l'a dit dans une interview. De quoi ? Il me semble qu'il l'a dit dans une interview. Possible, oui. Et donc, oui, enfin. Moore est un révolutionnaire, et un révolutionnaire violent, pas un révolutionnaire pacifiste. Il est de la tendance de Bayoukin. Ouais. Si tu vois, du coup, c'est pour ça que je me posais la question de savoir si sa proposition était la bonne ou est-ce qu'on pouvait pas faire. Après, moi, j'avais lu quelque chose parce que dans le volume que j'avais acheté, il y a une grosse interview de Moore à la fin qui disait très concrètement que il est d'une simplicité dans ses interviews qui est extraordinaire. Il disait qu'en fait, alors moi les dates que j'avais, on en revient aux dates de tout à l'heure, c'était 80-88, on s'en fout, on va dire qu'il y a quelques années. Et lorsqu'il a commencé V for Vendetta, il était jeune, un peu naïf sur pas mal de choses. Il s'est passé des années, peut-être un peu de labour. Puis il y a eu justement Thatcher, il a pas du tout aimé Thatcher, donc voilà. Pour le coup, voilà, peut-être que alors c'est une grosse question que j'ai eue en lisant le truc. Du coup, c'est que le mec Vendetta, enfin V commence par sa Vendetta. C'est V for Vendetta, c'est pas V for Révolution ou F pour Freedom ou ce que tu veux, quoi. Donc le mec effectivement a une... C'est vrai qu'il y a une grosse partie du bouquin c'est une vengeance personnelle. Voilà. Ça a rien à voir, enfin il tue des gens... il se trouve que de sa vengeance va naître quelque chose de plus, quoi. Enfin... Mais après, ouais, ça peut être intéressant de ça. Enfin, tu vois, moi j'ai trouvé qu'à un moment donné, effectivement, la vengeance dépassait un peu la simple vengeance, même si le fait de casser le système est une vengeance, quoi qu'il arrive. Regarde le docteur, par exemple. Il y a un docteur en montant. Oui, c'est quand même assez manichéen. C'est pas très manichéen. Voilà, il y a 2-3 personnages où, à un moment donné, tu te poses aussi la question. Enfin, il y a beaucoup de questions à poser. Je crois que c'est elle d'ailleurs qui parle de milligrammes. C'est possible. Il y a beaucoup de questions à poser. Juste dans ce truc, il y a vraiment beaucoup de questions à poser dans ce comics. C'est qu'effectivement, tu arrives dans un état totalitaire. T'arrives à un certain niveau de pouvoir malgré toi, tu fais quoi ? Tu fais la révolution tout seul ou tu suis mouvement ? Ou voilà, effectivement le personnage du docteur te fait penser à ça à un moment donné. Il y a des bouchées mais pas forcément tout le monde. Et puis il y a une question. Alors elle clairement c'est un boucher. Enfin, elle fait des trucs quand même. Oui, sur la forme, oui. Sur le fond, à un moment donné, elle est même écœurée de ce qu'elle fait et qu'est-ce que tu aurais fait à ce moment-là. C'est ce qu'elle dit quand elle voit qu'il arrive, elle lui dit que je t'attendais depuis. Voilà, parce tu vois qu'elle a quand même une conscience, ce personnage, quoi. Et après, il y a un autre aspect que j'aurais bien aimé qu'il creuse, mais qu'il n'a pas forcément fait totalement. Mais pour le coup, je mettrais ça sur le fait qu'il ait fait ça peut-être dans une certaine jeunesse et sur beaucoup d'années. C'est que V arrive pour casser un système, mais qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont heureux dans ce système. Alors t'es heureux en cage, d'accord. T'es heureux parce que tu peux pas bouger, tu peux pas dire putain, chier, mais merde. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, quand t'es prisonnier, t'as l'espoir qui s'en va et tu t'habitues à être prisonnier. Oui, mais est-ce que dans la mesure où tu sais pas forcément que t'es prisonnier, il y a une scène extraordinaire dans ce comics, même deux. Où malgré les dessins de David Lloyd qui sont très très bons, mais c'est quand même le découpage c'est 6 cases à chaque fois. Voilà. Ouais. C'est très académique. Il y a la scène de la libération de Ivy qui fait après écho à la libération du mec du Nose à un moment donné, où malgré le dessin très sombre, très académique, tu sens une émotion extraordinaire dans cette scène. Donc effectivement tu te dis il a raison ce mec là, il faut libérer ces gens là. Mais si jamais tu n'es pas conscient qu'il faut que tu sois libéré et que tu es heureux, est-ce que quelque part c'est faisable ? Mais je pense qu'il y a par ses personnages secondaires, il arrive à, je pense principalement à
à la femme de. C'est le mec qui gère l'oreille, je crois. Donc qui est marié avec un mec qui est un chouïa. Un chouïa, t'es gentil. Un chouïa dominé déjà. Un chouïa psychopathe, je pense. Oui, ouais, mais d'ailleurs le perso féminin pour l'époque est assez impressionnant. C'est bête ce que je vais dire, mais des persos féminins comme ça qui ont une ambition, qui ont un caractère et qui veulent. Oui, ouais. Moore, oui, voilà. Moore, non, mais moi je parle pas de celle-là, je parle d'une femme. Ah, celle qui fait du cabaret. Celle qui va finir par faire du cabaret après. Donc, elle perd son mari, elle se retrouve à plus avoir de thunes, plus avoir et vraiment, enfin, tu vois que le système. Elle survit. Et pour survivre, elle va être obligée de c'est une femme, donc elle fait de sortir avec le mec qui la dégoûte et avec. Je me suis toujours demandé d'ailleurs si le destin de cette fille n'était pas une référence à la chanson Like a Rolling Stone de Bob Dylan, parce que l'histoire de cette chanson, c'est une femme qui a tout et qui à la fin n'a plus rien et doit se prostituer pour survivre, et c'est le destin de cette fille. C'est vrai que c'est à la fin. C'est troublant. Bon, elle a pas au début, elle a un mari, elle a pas. Ouais, mais elle a quand même pas mal. Mais du coup, pour répondre à ta question tout à l'heure vis-à-vis de la doctoresse, là, Moore fait écho à toute la question de Hannah Arendt et le procès Einstein dans les années 70. Je sais pas si vous avez entendu parler. Alors ça me dit quelque chose. En gros, on a chopé un mec qui s'occupait en fait à l'époque nazie de l'acheminement des trains à Auschwitz. Et le mec a dit, moi je suis innocent, je suis un fonctionnaire, on m'a donné des ordres, j'étais pas responsable. Et Hannah Arendt dit oui, mais vous avez fait du zèle. Vous avez optimisé les trains, vous avez fait votre travail, mais vous l'avez bien fait. Et à partir de là, vous êtes responsable. Et donc c'est ça cette question vis-à-vis de la doctoresse, c'est est-ce que dans une société où tu as des responsabilités et que cette société commet des exactions, est-ce que tu es oui ou non responsable ? Et Hannah Arendt répond oui, parce que le mal est banal. Le mal n'est pas violent, le mal n'est pas extraordinaire et scintillant. Le mal, il est en chacun de nous et il est absolument partout. C'est vrai que ça c'est intéressant. Après, il y a un autre truc que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a des gens, tu parlais des gens heureux et tout ça, mais est-ce qu'on peut voir aussi que certaines personnes justement se font pas endoctriner et comme un lavage de cerveau en fait. Donc forcément, pour que ces gens-là ils sortent de leurs conditions, il faudrait briser le lavage de cerveau. Oui, mais j'ai envie. Alors, je fais l'avocat du diable. De quel droit ? De quel droit ? Alors, tu as des gens. Oui, de quel droit tu te permets de briser ça ? Tu vas prendre des sociétés extrémistes comme ça existe hélas en ce moment où tu as l'impression que les gens sont heureux. Voilà, il y a des. Voilà, bon, ça va peut-être partir dans des. Voilà, on va s'excuser après. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a certaines sociétés où les femmes pensent être heureuses et en fait qui sont dans un cocon culturel. Ah ouais, tu vas à ce point d'accord. Non, mais par exemple, c'est vrai que tu prends la société, tu prends la génération avant moi. Tu vois, je vois ma mère, enfin, tu vois, les enfants qui ont été élevés d'une façon où il fallait genre respecter le mari, pas sortir sans lui et tout. Voilà. Et pour elles, c'était normal. Mais elles se rendent pas compte que en fait, ben non, c'est pas normal parce qu'elles s'oublient. C'est le petit regret entre guillemets du comics, c'est que j'ai trouvé cette thématique extraordinairement puissante et il donne une réponse et c'est même particulier de Moore qu'il arrive à donner une réponse là-dessus. De toute façon, moi juste pour finir, en fait. Ce qu'il faut, c'est pas oublier que chacun on a son propre prisme. On peut pas agir pour le prisme des autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est agir pour nous-mêmes. Et ensuite, c'est aux autres à voir. Je veux dire, un truc qu'on m'a dit, c'est que la vie, c'est comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que chacun, on va improviser sa place, sa personnalité et tout. Et les autres vont réagir par rapport à ce qu'on fait. Et en fait, dans V, c'est un peu ça. Un peu plus compliqué. Non, c'est un peu plus compliqué, mais je veux dire, par exemple, V, au départ, il commence par agir sur son prisme qui est... Attends, il commence par agir sur son prisme qui est sa propre vengeance. Et finalement cette vengeance ça va faire des gouttes par-ci par-là et ça va devenir quelque chose de plus gros aussi. Tu peux voir ça, mais de lui-même, c'est un plan global, de lui-même il peut pas obliger. Par contre ce qu'il fait sur Ivy, c'est vrai que c'est un peu cruel parce qu'il décide pour elle de brutalement de lui ouvrir les yeux. Alors pour vous répondre, en fait je vais vraiment passer pour le mec chiant et intellectuel. Ici Moore fait une allégorie du mythe de la caverne de Platon. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Alors en gros Platon dit on vit dans une caverne, il y a une lumière derrière nous, il y a des gens qui font des ombres chinoises, et nous on voit les ombres chinoises. Et donc on voit la projection de ce que les gens font. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est se retourner et regarder directement ce que les gens font. Et c'est ça ce que Moore dit, c'est il dit, on vit dans un monde de la caverne. En fait, c'est une actualisation de Matrix dans une époque totalitaire. En fait, c'est voilà. J'essaie de vulgariser. Dans l'allégorie de la caverne, il y a pas. Dans l'allégorie de la caverne, il y a pas aussi le fait qu'ils disent que justement le fait on se retourne pas pour voir vraiment parce qu'on a peur en fait. Parce qu'on a peur, mais et du coup se retourner est nécessaire même si c'est violent pour les personnes. Donc c'est ça la réponse que Moore donne et c'est pour ça qu'elle te déplaît. C'est pas qu'elle me déplaît, c'est que
J'aurais vraiment aimé qu'il pose plus la question. Là, il pose vraiment une réponse, et la réponse est indéniable, évidemment, qu'il faut se retourner pour voir ce qu'on fait, parce que tu peux pas vivre comme ça en regardant. Non, c'est nécessaire d'affronter ses peurs. C'est-à-dire que si on veut pas voir ce qu'on nous cache parce qu'on a peur de voir la vérité et de se sentir peut-être dégoûté, voilà, comme les gens, par exemple, je reprends l'exemple tout à l'heure que tu donnais avec le gars là qui a fait le train, qui disait qu'il n'était pas responsable et tout, mais quelque part, il avait peur de voir la vérité, de se dire que oui, il l'a fait. Parce que à cette époque-là, soit il n'avait pas le choix, soit il avait peur, soit il était surtout faisait du zèle, voilà. on est à une époque où l'antisémitisme est normal, où en France, 10 ans auparavant, on a condamné un mec qui s'appelait Dreyfus parce qu'il était juif. Ouais. Donc bon, c'est juste parce que il lui manquait un bout de prépuce et c'est tout. Là, dans l'univers de V, en plus, c'est vraiment de la propagande. Vraiment, il y a même eu une sélection. Ils ont viré tout ce qui correspondait pas à leur éthique et leur logique. Ils les ont tout simplement exterminés. Donc vraiment, l'endoctrinement est complètement total, quoi. Mais tu sais, même dans notre société de maintenant, il y a de l'endoctrinement aussi. Hein. Quand tu vois, je suis désolée, quand tu vois les questions d'apparence où toute la journée on te fait chier avec des pubs de régime, de machin et tout, et que dès que t'es un peu différent d'une base qu'on te donne, on vient te faire chier, c'est aussi de l'endoctrinement parce qu'il faut que tu penses telle chose, que tu aies tel physique, que tu fasses pas de bruit, que tu fasses ci, que tu fasses mi. Hein. On en voit tous les jours des exemples comme ça où on veut absolument te faire dans une case. Bah ouais. Mais au-delà de ça, c'est tout simplement que chaque culture a sa propre mythologie et on essaie d'imposer cette mythologie. C'est-à-dire que exactement, en France, on a une mythologie qui va être une mythologie judéo-chrétienne, plutôt blanche, plutôt athlétique et je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a d'autre, plutôt intellectuelle et plutôt hautaine. Voilà. Et il faut aimer le vin et le fromage aussi. Est-ce que vous voulez faire un petit point sur le film ? Qu'est-ce que vous avez trouvé de ce film ? Je m'en souviens. Moi, je vais faire un petit point. Il n'y a pas de film. Alors, l'adaptation, elle est pas. L'adaptation, c'est sûr qu'elle est pas super réussie, il manque plein de choses, mais c'est pas une des pires que j'ai vues. Mais moi, ce que je retiens du film et pourquoi j'aime bien quand même, c'est surtout parce qu'il y a Hugo Weaving que j'aime beaucoup, qui arrive à donner, même si on voit pas son visage, il arrive à donner un charisme. Non, mais il a un charisme de fou, que ce soit sur sa voix, sa gestuelle. Enfin, moi, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup William Hurt, qui fait celui qui dirige, qui est voilà vraiment un grand acteur. Je trouve que celle qui est très bonne dedans, c'est Keira Knightley qui fait Ivy, je sais plus. Non, c'est Nathalie Portman. Bah justement, j'allais dire que je la trouvais pas super dedans. Elle est pas grande, hein. Pour jouer dans Star Wars. Oui. En plus, ouais. Non, mais elle est pas grande, hein, Nathalie Portman. Oui, c'est Padmé Amidala. Ah, Keira Knightley, elle fait la doubleuse de Padmé Amidala. Dans l'épisode 1. Et Rose Byrne aussi. Rose Byrne le fait dans l'épisode 2. Okay. Voilà. On est en cause du Star Wars et qu'on. Oh, dès qu'on peut. Moi, du coup, je pense que le film est vraiment, franchement, si vous avez lu le comics, si vous avez vu le comics, James, entre Suicide Squad et ça. Mais moi, tu compares des choses. Comparons ce qu'ils sont comparés. Moi, je pense. C'est sûr qu'entre un étron et puis un ragoût avarié, je préfère manger le ragoût avarié. On va dire qu'il est moyen, il est pas à la hauteur de l'œuvre originale, mais ça va. Moi, je trouve que ce film gâche les twists qui sont vraiment. Enfin, il y a plusieurs gros twists dans V pour Vendetta qui, moi, je les ai découverts en lisant le comics. Et vraiment, ça a été une claque énormissime. En plus, ce qui est scrognard, c'est que tu commences à lire le comics, ce que tu as envie de savoir, c'est qui c'est. Qui c'est ce mec derrière le masque. Et en fait, du twist que tu prends dans la gueule, c'est pas ça du tout. Et du coup, tu les vois pas arriver, mais du tout. Le plus gros twist, c'est qu'au final, quand tu fermes le bouquin, c'est que tu t'en fous. Ouais. Et connaissant Moore, du coup, je me tourne vers le spécialiste de Moore, je serais même pas étonné qu'il ait quelqu'un en tête, voire même quelqu'un de connu. De souvenir, Moore disait que c'était probablement le père de Ivy. Ce que le film laisse sous-entendre. Mais sinon, il disait juste que c'était une incarnation de l'idéal anarchiste. Alors écoute, moi j'ai encore une fois dans le roman graphique que j'ai qui est sorti chez Vertigo, il y a une grosse interview où Moore commence à dire mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça, et sa dernière question aussi, je vous dirais bien qui est V, mais là j'ai pas le temps parce que j'ai plus de place. Par contre, c'est pas le père de Ivy. Ah ouais. Ouais. Pour le coup, il est dans la merde, mais il se contredit lui-même. De toute façon, au niveau du film, il le reconnaît pas. Morin, il est insupportable. Mais voilà, c'est tellement référencé, intelligent que. Mais je pense de toute façon qu'en vrai, on s'en fout complètement. Oui, qui est quoi, je veux dire. Mais c'est ça, c'est pas ça important, c'est l'idée, ce qu'il représente finalement. Oui, mais du coup, il y a des gros twists qui ne sont pas l'identité de V, et je trouve que le film passe vraiment très vite sur certains détails qui. Mais il garde un qui est gros, qui s'en sont servis pour faire de la scène qui découle du tout, ils s'en sont servis comme outil marketing. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve vraiment.
j'ai encore souvenir du moment où j'ai fermé ce bouquin. C'était à une médiathèque d'ailleurs, où j'ai passé toute une après-midi, et tout mon après-midi, ça a été quoi? Me poser dans un coin et lire V, et ça a été une très belle. J'en ai encore des souvenirs En fait, distincts. je vais donner un bon point au film. Je trouve qu'ils ont fait une idée très audacieuse à la fin quand ils font livrer des masques absolument partout pour que V soit tout le monde. Ça, c'était une idée originale, audacieuse et très intéressante qui reprend l'idée de V. Ça, tu vois, bizarrement, quand je vois cette fin, ça, en plus, il y a pas longtemps, j'ai revu le documentaire sur Jodorowsky sur son Dune, et en fait, la fin de son Dune, c'était Paul Atreides qui en gros disparaît, et tout le monde qui dit je suis Paul. Et en fait, la scène de fin de V pour Vendetta, quand j'ai revu justement le documentaire, je me dis mais en fait, ils ont pompé, et c'est vrai que il y a des, je veux dire, le scénario. À part Matrix, qu'est-ce qu'ils ont fait d'original, les Wachowski? Non mais à part, je veux dire, le scénario il a été partout, et je suis pas étonné quoi. Si Band. Si, leur premier film qu'elles avaient fait, la Band. Bound, tu l'as pas vu, Bound? Ça n'existe pas. Speed Racer, j'ai vomi, mais Band, c'était pas mal. Non, leur série est pas mal. Leur série est cool. Alors moi, j'ai du mal avec Sense8. Je regarde pas de série. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a Straczynski aussi derrière. Pas n'importe quoi. Moi, je préférais Babylon 5. Le final était naze quand même. Ah ouais? Ouais, non. J'ai pas aimé. Ah, d'accord. Les deux premières saisons sont bien, le final est pourri. Okay. On va pas se faire des amis là, hein, vraiment. C'est pas une connerie ça. Du coup, insultez-nous, on aime bien ça. Non, mais peut-être que tu aimes ça. Moi personnellement, on a été vilaine. Oh. Mais moi, l'adaptation, je dirais que ça fait partie des adaptations moyennes, mais qu'il y a pire. Oui, non, voilà, clairement, elle est pas mauvaise, mais elle est pas ni recommandable. Elle donne pas, elle a pas l'aura. Oui, non, c'est un film à voir bourré quand tu t'emmerdes, quoi. Ouais, voilà. Avec des pizzas et des potes. C'est pas bourré, mais. Ouais, t'as les portemans rasés quand même. C'est la vengeance, tu dirais. Je pense que vraiment. Tu nous as massacré trop dans Star Wars. Il faut découvrir V avec le comic, c'est pas avec ce film. Oui, c'est sûr. Globalement, il faut découvrir aucun Alan Moore avec les films. Moi j'aime bien Watchmen. Watchmen est correct, mais il faut quand même regarder le comics plus que voir le film. Moi c'est vrai que j'étais contente d'avoir lu le comics avant. Enfin, l'expérience Watchmen, le film, ne te gâche pas l'expérience Watchmen, le comics. Non, je suis entièrement d'accord. Au contraire, même ils l'ont rationalisé, ce qui était très intéressant. Ce qui n'est pas vrai de V. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires vaut mieux lire le film comics. n'existe pas. Il y a plein de films qui n'existent pas. Sean Connery, il a une belle moumoute. Pourtant, moi je suis sûr de les avoir vus, c'est rigolo. On appelle ça une hallucination. Ah, j'ai une hallucination de DVD chez moi. C'était pas au ciné. Il n'y a pas Tom Sawyer alors. Il est pas super, mais encore une fois, comparé à Suicide Squad, ça se tient. Ah, mais toi, oui, tu compares des trucs. Voilà. Tu vois, j'essaye de. T'as un maître étalon qui est vraiment très très bas pour le. Bah, tu vois, j'essaie d'être positif. Le défend. Non, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Non, mais moi je rejoins la Ligue Guillaume. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires bourré avec des potes. Je pense que j'ai passé un bon moment. Avec les champignons, ça passe bien aussi. Ah oui, non, mais Alan Moore style. Hein, moi, je l'ai vu avec mon père. Avec des potes. J'adore Condorman. Ah non, j'adore Condorman. J'ai la cassette vidéo. Je l'ai la bière et les pizzas et les potes. Ah non, mais mon père, un jour, sur la 5, il a enregistré Condorman. Et ben, j'ai toute mon enfance, j'ai regardé la cassette. N'importe quel film de Steven Seagal avec des bières et des potes. C'est Time Cop avec des bières et des potes, ça passe. Là, je suis un culte. C'est quoi Condorman? Tu connais pas Condorman? Non. Curieusement, je suis pas sûr d'avoir envie. Alors, va sur Nanarland, ils ont fait une très belle fiche dessus. T'auras tout ce qu'il faut. Ouais, je vois tout à fait le rapport. À quel moment vous avez loupé vos vies pour regarder des films comme ça? Non, moi je trouve bien. Tu vois le début. Des fois, c'est le Tu vois le début de Kick-Ass. Le tout début de Kick-Ass. Ouais, c'est Condorman. Le Condorman, c'est le film avec le mec qui tombe, sauf qu'il tombe pas. Il dit, vous savez, nana, pourquoi personne n'a jamais été de super-héros, nanana, c'est Condorman. Moi j'ai fait pourquoi vous regardez ce putain de genre de film? Mais c'est trop les années 70. On y revient, c'est la culture. Mais c'est trop bien. Regarder un film des années 70, tu te bats à Bergman. C'est trop bien, il avait plein de comment t'appelles ça, de plein d'outils là, merde. Quoi? De gadgets et tout. Puis au moins il avait un truc avec sa voiture, il pouvait. C'est Batman mais en Condor. Mais pauvre. C'est pas italien le film? Je crois que c'est italien. Ouais, non, c'est dire le niveau. Il y a pas un mème qui est sorti de lui? Si, sûrement. Sûrement ça doit exister. Je crois, parce que ça me dit quelque chose. Un mec qui ressemble au Batman avec des ailes dégueulasses toutes jaunes. Ouais. Enfin, il y a du marron et je veux pas le voir. Mais c'est trop bien. Non, c'est vachement bien. Oui, non. Alors, tu vas te faire des amis. Je passe un message si quelqu'un sait où je peux trouver le DVD en français de Condorman. Mais si quelqu'un peut me le graver en DVD, si quelqu'un peut me le graver en DVD, il aura ma reconnaissance éternelle. Merci quoi.
Mais faudrait qu'on fasse des nanars. Ah, mais c'est trop des bons souvenirs d'enfance, quoi. Surtout sur les comics. Ah, les Captain America. Les Captain America, ils étaient trop bien. Oui, les Captain America. Encore mieux avec David Hasselhoff, le Nick Fury avec Nick Fury. David Hasselhoff qui est le Punisher et Dolph Lundgren. Oh, j'adore Dolph Lundgren. Celui avec John Travolta. Ah oui, ouais. Les Ghost Rider aussi. Non, les Ghost Rider sont des très bons films. Non. J'adore les Ghost Rider. Tu ne dis pas du mal de Nicolas Cage. C'est un grand héros de notre temps. C'est vrai. Et James, on peut faire Musclor avec Dolph Lundgren, comme ça je peux passer un autre message. avec Stallone. Alors je passe. C'est moi la loi. C'est trop bien. J'aime bien son reboot pour le coup. Alors attends, je peux passer un message, James. Je cherche également les DVD de Musclor avec Dolph Lundgren et de Judge Dredd avec Stallone. Merci beaucoup. Voilà, si vous pouvez mettre un peu d'anthrax dans les boîtes à DVD, ça serait un bon truc. Mais non. LSD ou un truc qui fait voir des machins. Mais non, moi je les vois à Jean, c'est très bien. Je sais pas, Ghost Rider avec du LSD. Ah, quand il pisse des flammes. Il est déjà sous LSD, Ghost Rider. Mais quand il joue, c'est fantastique. Nicolas Cage, c'est je sais pas, c'est Christophe Lambert dans le 2. Et il rigole. Il y a des effets spéciaux absolument extraordinaires. Et il y a Idris Elba dans le 2. James, aucun film avec Christophe Lambert ne peut être mauvais. Oh si, Mortal Kombat. Tu as vu Max et Jérémy, parce qu'il est pas très bon. Hein. Celui avec comment elle s'appelle, celle qui était dans Splendide là, Balasco, où justement elle fait une fille qui bosse dans un truc de camionneur, qui gagne comment ça, sa tante est morte ou sa grand-mère. Non, c'est un truc genre un snack pour camionneur. C'est Weinstein à nous un peu, hein, d'après ce que j'ai compris. Non, je parle pas de Subway. Je parle d'un autre film où Josiane Balasco, elle a quelqu'un qui est mort et en fait elle hérite plein de sous et t'as Christophe Lambert qui arrive et il fait style de la draguer parce qu'il veut piquer son pognon. Et c'est super nul. Et je me rappelle plus le titre du film. Je comprends, quand on voit Balasco, on a tout de suite envie de faire ça. Hein. En plus, elle est blonde platine à un moment. Elle a une robe d'ailleurs où il y a des espèces de mains derrière. Demande si on n'a pas un peu dévié. Je me souviens de ce film. Ouais. C'est un truc. On est loin de Moore là quand même. On est sur Balasco. Oui, je l'ai vu sur TF1. Pour revenir sur Star Wars. Donc, si vous voulez assister à un suicide collectif, ça sera bientôt. Hein. Mais non. Et on est champion du monde. Ah bah d'ailleurs, si vous aimez Alan Moore, vous pouvez voir le film. Ah oui, si vous aimez Alan Moore, il faut absolument que vous voyez le film et Josiane Balasco. Non, mais si vous aimez Alan Moore, vous pouvez voir le film Rasputin avec Christopher Lee dans le rôle de Rasputin, qui ressemble beaucoup à Alan Moore. Enfin, je dis ça comme ça, avec la barbe. Il y a plus de frisettes. Ouais, puis il a la classe. C'est pour rester sur les. Puis il vient Northampton. Sinon, j'avais envie. Il n'y a pas eu un cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay là-bas. On arrête. Non, ça va trop loin là. On arrête. Je suis dans le resto d'Alan Moore. Ta gueule. Pardon. Donc, je voulais ouvrir le débat un peu sur le comics politique et sur parce que c'est J'ai 6 minutes. 6 minutes. Bon, tu as 6 minutes pour nous parler du comics politique. Oula, j'en ai pas lu. Tu as lu V pour Vendetta. Ah oui, c'est vrai. C'est bien. J'ai lu Watchmen, oui, j'ai mais est-ce que c'est pas les Anglais qui ont un peu plus peut-être justement ce. Il y a Warren Ellis, Transmétropolitan aussi, qui balance un petit peu sur cette sphère médiatique. Il y a comment il s'appelle Hickman, je sais pas si t'as vu Nightly News. Non, j'ai pas lu ça, vas-y. Nightly News, c'est la première BD des X-Men de souvenirs de Jonathan Hickman, un auteur que James adore et révère. Je déteste. Non, j'aime bien en indé, mais j'aime pas en. En gros, dans ce comics, il reprend la pensée de Chomsky dans. Oh putain, comment ça s'appelle ? La Fabrique du consentement, qui est un livre qui explique pourquoi est-ce que les médias manipulent les gens, comme quoi tuer des Mexicains c'est pas grave, mais si on tue des blanches c'est très très grave. Un livre extraordinaire à lire. Et si vous êtes cynique en tout cas. Et en gros, il met l'histoire de mecs qui veulent dans la vie juste flinguer des journalistes. Et donc ils donnent rendez-vous à des journalistes sur des places publiques et ils foutent des snipers et ils butent absolument. On n'avait pas déjà parlé dans les C'est possible, ouais. Donc c'est très très drôle. Enfin si vous êtes cynique et c'est juste enfin un livre politique, enfin une BD politique vraiment abjecte au possible. Scalped aussi un peu politique. Oui, ouais, Scalped pour ce qu'on va faire de ces réserves d'Indiens où t'envoies de la drogue, de l'alcool et puis. De toute façon, tout est politique. À un moment donné, oui. Alors même moi, j'ai un autre truc en tête de Warren Ellis que d'ailleurs j'ai balancé une critique il y a pas très longtemps. C'est la trilogie du héros. Il y a Black Summer, Super God, No Hero. Alors bon, c'est du trash. Hein. Warren Ellis, encore une fois, c'est un Britannique qui va quand même très très loin. Et là, pour le coup, c'est les sphères de pouvoir et le fait qu'éventuellement t'aies des méta-humains, ce que tu peux en faire. Alors dans l'univers très coloré et avec beaucoup de miel de DC Comics et Marvel Comics, le super humain va prendre un spandex et puis il va défendre la veuve et l'orphelin. Chez Warren Ellis, ça devient un outil d'oppression, ça devient un outil de manipulation et puis une fois qu'il n'en a plus besoin, il leur met des balles dans la tête. Et ouais, c'est peut-être ça aussi, je rajouterais là. Il y a un autre film politique que tu as vu, un livre politique, c'est Kick-Ass. Ouais. Sur la violence aux États-Unis, oui, absolument.
Oui, finalement il y en a quelques-uns quand même. Mais après quelque part quasiment tous les comics avec ces vigilantes qui défendent la veuve et l'orphelin parce que quelque part l'ordre, la police, voilà, il y a une défaillance de quelque chose. Ça... Alors après eux-mêmes entraînent leurs propres méchants, ça on peut en parler pendant, et leur propre chute derrière aussi, ça peut. Mais en fait la pop culture tout, c'est aussi un outil médiatique comme ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut s'en servir pour enrober des choses pas très super et dépasser. Et on peut avoir une bonne utilisation et des fois une très mauvaise utilisation aussi avec des choses un peu révoltantes. De toute façon, les super-héros à la base sont une expression politique. Si on prend Superman, c'est l'expression de l'idéal américain. C'est Captain America et Captain America ou n'importe qui. Et, les X-Men aussi, c'est un bon exemple sur la notion de racisme. Oui, c'est ça. Et tous les comics ont à la base une idée plus ou moins de message et il y avait tout le code Hays qui a été mis pour limiter ce message, qui a été détruit par Spider-Man pour une fois que Spider-Man fait un truc bien. Comment ça dénonce. Heureusement qu'il part à Bruxelles. Bref, il y avait un code Hays qui interdit qu'on parle de drogue, de sexualité. Oui, c'est le Comic Code. Comic Code et Spider-Man un jour est arrivé et Spider-Man luttait contre des dealers et le comics a été interdit et ils ont décidé de le publier quand même mais sans l'approbation du code Hays et du coup le code Hays a été supprimé parce qu'on s'est rendu compte que censurer c'était inutile et que au final les comics représentaient un certain esprit de la société américaine essentiellement parce que j'ai pas encore vu de comics communistes mais je suis sûr que ça existe. Red Son. Non mais de comics communistes intelligents. Mais du coup, la censure aussi, on voit que c'est intéressant parce que le fait de censurer, ça fait poser des questions aux gens. Ils disent mais pourquoi on censure ? Ça fait des fois plus de mal de censurer quelque chose que de le laisser, je veux dire. Il y a un effet sociologique qui existe et je ne me souviens plus de son nom qui dit en fait si tu vas interdire quelque chose, les gens vont se renseigner dessus. C'est ça. C'est en fait l'effet sociologique. L'effet Streisand. Ouais, c'est ça. Ouais, l'effet Streisand. C'est super drôle. Hein. Regardez sur internet d'où ça vient, c'est juste hilarant. De toute façon, Barbara Streisand, elle est un peu spéciale. Grande artiste. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu le tour de Alan Moore et de V pour Vendetta ? On fait jamais le tour d'Alan Moore. Oui, non, mais je veux dire, nous, ce qu'on peut en apporter, je pense. C'est difficile de parler de toute l'œuvre, tu vois, en peu de temps, mais il faut vraiment que les gens le lisent. C'est vraiment une des œuvres cultes qu'il faut pas passer à côté. Surtout si c'est très intelligent. Après, contrairement peut-être à Guillaume, je le conseillerais pas forcément en comics, mais en œuvre à lire. Ouais, parce que c'est quand même bien écrit. Tu le conseillerais à quelqu'un qui a lu un peu plus de comics que. C'est comme Alan Moore. Alan Moore, est-ce qu'il fait du comics ? Faut se jeter dans le bain, il faut tester. Quand tu regardes La coiffe de naissance, c'est pas vraiment du comics, c'est juste une œuvre d'art à part entière. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment là. Pour le coup, des fois, on plaisante entre guillemets que le roman graphique. Alors, le roman graphique, c'est les comics qui se masturbent. Mais là, c'est un roman graphique, moi je dirais. C'est un vrai roman graphique. Donc, pour le coup, moi, je dis aux gens, faut toujours tenter, n'ayez pas peur. Si ça vous plaît pas, tant pis. Mais au moins, vous pourrez dire, j'ai regardé, j'ai lu. Évitez juste Fille perdue de Alan Moore. Ne lisez pas Fille perdue. Lu celui-là, donc c'est une BD pornographique de 750 pages. Où est-ce qu'il y a Wendy de Peter Pan qui se fait prendre par des gros blacks. C'est très bizarre. Je ne le lirai pas. De temps en temps, il va trop loin. Ça va. Il vit à Northampton, le gars. Bien qu'il s'amuse. Comprenez-le. Mais tu vois, se faire son propre avis sur une œuvre, c'est finalement, ça va bien avec le message aussi de V pour Vendetta. Toujours se faire son propre avis. Si vous aviez un comics à conseiller pour aller un peu plus loin sur le message ou pour continuer sur le message de V, ou une œuvre de Fromel en particulier de Fromel de Moore. Fromel, moi j'aime bien. Parce qu'il y a La coiffe de naissance, meilleure BD de Moore qui a jamais existé. Et moi j'ai une passion pour Jack l'Éventreur, j'adore tout ça. C'est une pièce de théâtre qu'il a fait dans les années 80, qu'il a adapté en BD par Paul Campbell, le dessinateur de From Hell, et qui est juste brillante. C'est en gros, il raconte sa vie et pourquoi est-ce qu'il s'est tourné vers les comics et comment il voit le monde. C'est vraiment le manifeste de Moore en fait. C'est ça doit être intéressant. Côté anarchiste, communiste, païen, comment il voit la science, comment il voit l'intelligence, comment il voit tout ça. Et dans la même continuité, il y a Serpent à échelle qui est beaucoup moins bien, je trouve, mais la coiffe de naissance, c'est le meilleur truc de Moore. Ça fait 80 pages, c'est à 20 € chez Vertigo. Ça va. Mais vraiment, lisez-le. Pour moi, c'est le meilleur de Moore. Ok. Écoute, voilà, je connaissais pas. Moi non plus, mais je pense que je vais le lire ce soir. Mais c'est dispo en VF ça ou pas du tout Ouais, il se trouve en VF. Je vous le prêterai bien, mais il est dans mes cartons là, donc. C'est con. Allez à Bruxelles si vous voulez. Par contre, juste pour finir sur Fromel que moi je conseillais, le film est quand même moins bien.
Oui, non, mais ça. Voilà. Il n'existe pas. Parce que Johnny Depp. Encore, c'est pas vrai. Pourquoi il s'embête à faire des films? Non, mais il a pas de chance, en fait. C'est pour ça qu'il veut pas être associé à toutes ces adaptations. Je me fais rembourser par la Fnac. J'ai ouvert mon DVD, il y avait rien dedans. Oh, merde. Je pense que c'est compliqué de parler d'un truc qui a une aussi grosse portée et un comics qui a autant d'importance. C'est peut-être pour ça qu'on n'en revient pas trop sur des classiques, qu'on reste un peu plus sur l'actu. C'est compliqué, c'est en plus Moore c'est quand même très référencé, très culturé, très cultivé, c'est un monument. C'est ça. Ouais, puis il a tendance à actualiser des concepts. Voilà, il a actualisé le concept du super-héros avec Watchmen. Il a actualisé. Moi j'ai lu il y a pas très longtemps le Providence aussi, qui était une espèce de c'est avec Neonomicon, et voilà, il remet au goût du jour donc l'horreur à Lovecraft, pardon. Lovecraft, ouais. Dans Watchmen, hein. Oui, déjà, oui, voilà. Il faut que je lise celui-là aussi. Et ouais, pour le coup, c'est quelqu'un qui est quand même très très brillant. Et alors, moi, je me rappelle avoir lu V for Vendetta il y a quelques années. Je l'ai relu là. J'ai revu d'autres trucs parce que j'ai pris sans doute 10 ans. Il y a un peu d'expérience. Je pense que c'est comme Watchmen, tu peux le lire. Voilà, et je le relirai dans 10 ans. C'est des œuvres qui vont te toucher. Et en fait, je pense que chacun va le ressentir et le voir différemment par rapport, voilà, à ton expérience, à ce que tu connais, à ton sentiment sur le moment. Donc, c'est bien d'en parler en disant, voilà, nous, on ressent ça. Vous, qu'est-ce que vous en ressentez? Après, moi, ce qui me gêne, c'est les gens qui en parlent en disant, ah bah oui, voilà, moi, mon avis, c'est ça que vous devez en penser. Si vous pensez pas pareil, vous êtes des merdes. Tu vois, ça va déjà à l'encontre de résume totalement ce que je voulais faire avec cette émission. On a exprimé notre ressenti par rapport à l'œuvre. On n'essaie pas Oui, on troll un peu, mais on est gentil. Ouais, voilà. Ah, mais franchement, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé à l'époque où j'avais vu le film, j'avais voulu parler de ça avec des gens, mais genre on m'a dit tu es con parce que j'étais pas d'accord avec la personne. Mais... Non, mais je me plains pas, c'est juste cette idée reçue de personne, pas nocive mais négatif, où tu peux pas avoir de discours et que c'est genre on en revient à ce que disait l'œuvre, où genre on met en avant une façon de penser et on n'arrive pas à en accepter d'autres. Ouais, mais du coup, pour reprendre, pour moi, Moore, quand on lit Moore, on lit une critique de la société toujours très acérée, souvent très pertinente. Bon, parfois il est un peu à côté, mais souvent très pertinente et souvent vraiment très philosophique et très bien renseigné historiquement. Comme je vous ai dit, si vous lisez Moore, en fait, n'hésitez pas à ouvrir Wikipédia. Vous serez pas bête de le faire, hein, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de sous-textes, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à voir. Ne serait-ce que dans V pour Vendetta, à un moment, ils sont dans une cave. Il y a 50 œuvres d'art qui sont entassées. Si on recherche toutes les œuvres d'art un à un, on va comprendre que ces œuvres d'art-là ont une importance. Parce qu'il va par exemple mettre une œuvre d'art qui représente Jacques Ier. Jacques Ier, c'est le roi que Guy Fawkes essayait de flinguer en 1605. Donc, il y a vraiment une recherche, même dans les détails, qui est absolument extraordinaire. Donc n'hésitez pas à faire des recherches. Et par contre, pour le coup, c'est pas vomitif. C'est-à-dire que tu vas pas dégueuler devant autant de références. Le mec, il va passer son message quoi qu'il arrive. Par contre, effectivement, si tu veux aller plus loin que son propos, là, tu rentres dans un monde. Pour comparer avec un truc un peu dans le même style, où là, c'est peut-être un peu. Enfin, le comics est très très bon. Hein. Je vais pas en dire du mal, au contraire, mais c'est vraiment plus compliqué. Unwritten de Mike Carey était un peu moins accessible que moi je vais pas trouver spécialement. Je trouve que V pour Vendetta est plus accessible et plus. Oui, parce que Moore est un génie il arrive à entre guillemets simplifier son il arrive à simplifier. Puis il écrit vraiment bien quoi. Et par contre effectivement, tu peux comprendre le message sans avoir vu les références. Voilà. Par contre, si jamais tu veux aller plus loin, tu t'aperçois que il y a un vrai travail derrière. Alors moi, à un moindre niveau, je le rapprocherai de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Moore, où tu peux lire éventuellement. Tu peux lire les 2 premiers volumes, tu vas en prendre plein la mouille, tu vas rester quelques années, tu vas lire le 3e. Par contre, moi je me suis fait un binge reading il n'y a pas très longtemps, j'ai tout lu, et là il y a un niveau de référence entre les différentes histoires, que ce soit les 2 premières, le Black Dossier, même Nemo derrière et compagnie, c'est un travail de psychopathe. Même dans La Fille de Nemo, parce que je l'ai trouvé vraiment bizarre celui-là. Ouais, il est à part celui-là, La Fille de Nemo est un petit peu à part, c'est même curieusement bourrin des fois. Je l'ai même trouvé mauvais en fait. Ouais, celui-là, j'avoue c'est peut-être pas forcément que je le conseillerais, mais tout le reste, il y a une tapisserie de trucs écrits qui il finit par s'auto-référencer lui-même à partir de pop culture globalement connue, quoi. Mais à chaque fois, il arrive à construire des univers, mais vraiment bien les construire. Ils ont leur identité propre et c'est vraiment travaillé, c'est pas le truc posé. C'est parce qu'en fait, comme j'avais dit, il fait une critique de la société et donc il se contente de la dériver. Donc c'est ça qui est facile en fait, c'est qu'il est cohérent dans son œuvre et c'est ça qui est brillant, c'est qu'il invente pas tout ex nihilo quoi. C'est ça qui est extraordinaire.
Voilà, j'essaie de conclure depuis tout à l'heure et vous arrêtez pas de relancer. Moi, j'en ai un dernier là aussi où tu vois que le mec va quand même très 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 loin dans ses références. Il a écrit un bouquin Star Wars, mais on l'a jamais lu. Oui, il a écrit Devil Wars pour Star Wars. Je l'ai pas lu. Il a 2 morceaux d'Alan Moore chez, je sais plus qui dessine. Je crois que je dois avoir à la maison, je te le prêterai. Ah oui, je veux toujours du Star Wars quelque part. Non, moi, tout est lié, James. Juste en deux mots, Promethea que j'ai commencé à lire tranquillou. Et à un moment donné, j'ai fait exactement ce que Guillaume a dit. Je suis allé sur Wikipédia, je suis allé sur Internet, j'ai commencé à regarder tout ce qui est kabbalistique et compagnie. Et j'ai fini par lire la suite de Promethea avec quasiment un bouquin à côté et lire les références. Et Mars, l'homme, la femme, la lune, le dieu, tout ça, c'est d'une puissance extraordinaire. Je suis sûr que j'ai compris un quart de ce qu'il a voulu dire. Par contre, Promethea, c'était un voyage onirique, même personnel et spirituel, assez phénoménal en fait. Je vais juste rajouter un truc. Dans la run que Alan Moore a fait de Swamp Thing, il a créé un personnage secondaire qui s'appelle Hellblazer, et rien que ce personnage secondaire qui apparaît 3 pages, ils en ont fait une série complète qui s'appelle Constantine. Donc bon, c'est pour dire la puissance du personnage tellement le film est pas top non plus. Constantine. Il n'existe pas. Comme j'en étais sûr. Il y a un film, une série télé qui n'existe pas. Mais il a vraiment pas de chance en fait. Il y a un personnage dans une autre série télé qui n'existe pas non plus. Il va avoir son dessin animé qui n'existe pas. Mais on est champion du monde. Mais on est champion du monde quand même. Mais pas Constantine vu qu'il est anglais. Non, il a perdu lui. Mais son Swamp Thing, il est bien. Son Thing est très bien. Ça aussi, ça fait partie des machins. Il est arrivé à un moment donné où le personnage vivotait, il l'a dynamité, ça envoyait du pâté de partout. Et c'est, même si c'est les années 80, c'est magnifique. Et il est arrivé à insuffler. Ah, Top 10. J'adore Top 10. On n'a pas parlé de Top 10. J'aime s'il est en train de faire. Il fait 15 arrêts cardiaques. C'est toi qui a pas les 4. Attends, c'est quoi? C'est quelle heure? Oh putain, mais c'est les 20, faut que j'y aille. Top 10, c'est extraordinaire. C'est un commissariat du futur. Vous me donnez envie de lire dans une ville totalement barrée avec des géants, des Godzilla, des dieux, des aliens. Ah non, mais alors, tu m'as dit Godzilla, je vais te dire de non, mais tu vis la vie de tous les jours de ce commissariat avec ses inspecteurs. Et c'est la vie de tous les jours. Mais alors moi, je compare toujours à Urgence pour ceux qu'on connaît. Donc voilà, tu as un site professionnel. Il y a Georges Clooney dedans qui bouge la tête, c'est pour ça. Non, il n'y a pas Georges Clooney, il y a Carter un peu. Non, mais voilà, tu as un site professionnel, voilà, et tu vas filmer tout ce site, et derrière tu vas voir des histoires personnelles, des histoires extraordinaires. Et là, sauf que toutes les histoires extraordinaires, c'est des aliens, c'est des choses vraiment vraiment phénoménales qui se passent, c'est des rapports entre les personnages. Il y a quasiment pas un humain, il y a un Doberman qui fait commissaire, il y a une fille qui a moitié à poil, je vais me faire une liste de bouquins d'Alan Moore que j'ai pas lu, ça va être bon. En fait, c'est simple. Si vous voulez acheter des comics, vous allez sur Wikipédia, vous tapez Alan Moore, vous prenez sa bibliographie, vous achetez tout. C'est bon là, tu m'as dit Providence aussi, j'ai entendu. Sauf Hyperdu. Non mais là pour le coup c'est léger quand même, il n'y a pas forcément de messages, mais qu'est-ce que c'est fun et qu'est-ce que c'est bien écrit. Et vous retrouvez tout ça chez Urban dans des... Ouais, ils sont bons Urban, ils ont tout compris. Alors écoutez, si vous écoutez cette émission, vous voulez me faire un cadeau, vous pouvez m'envoyer. Non, je rigole, j'arrête. Je prends aussi, parce que j'ai perdu mon intégrale de Watchmen, donc si jamais... Noël arrive à grands pas. Il y a un Ulule qui va partir dans 2 minutes. Moi j'aimerais bien faire un Ulule parce que j'ai pas eu j'ai fait la connerie de pas acheter la réédition des tu sais ce qu'ils nous avaient envoyé, la réédition des 4 ans de Urban de Watchmen, et maintenant il est à 140 € sur, tu as regardé sur Amazon? J'ai regardé sur Amazon, oui, il est à 140 € sur Amazon. Merci spéculation. Non, ça doit être le même prix. Price. Price Minister, il y a des surprises des fois. En fait, il y en a peu qui sont passés. Mais tu as regardé je me suis acheté Fromel pour 5 € sur Price Minister. Il y a Sorams, la dernière fois qu'on y était, il y était à Sorams. En bas. Ouais, en fait, je me suis fait ma collection de comics, je me la suis fait à prix donné en occasion parce que... Mais c'est maintenant que j'y pense. Tout le monde parle. En fait, la plupart des temps, ce qui est très bien, c'est quand il y a des décès chez les fans de comics, les gens ne savent pas les valeurs des choses, et donc tu trouves sur internet des ventes d'occasion vraiment pour une bouchée de pain. Et j'ai un copain qui s'est trouvé Action Comics mais dans les pas Action Comics, mais il s'est trouvé un Doctor Strange des années 60 édition originale. Easy Cash Converter et tout, des fois ils ont des trucs qu'ils savent pas, ils les rachètent pas cher, ils les vendent pas cher. Ouais, mais c'est impressionnant quand tu sais. Tu y vas, puis tu te fais une marche de 300 €. Mais moi j'avais trouvé des Star Wars légendes comme ça, j'ai payé genre 50 centimes, un truc à 1 €, et c'était des bouquins, je sais pas, sur internet. Merci, ils étaient bien cotés. Mais si vous voulez, il y a, pour les bouquinistes, pour les gens qui sont vraiment fans de BD, il y a un truc qui s'appelle le BDM. Donc c'est un gros bouquin qui note toutes les cotes de tous les bouquins. J'en avais acheté un quand
quand j'étais petit et que je voulais faire bouquiniste. Et tu vas dans les braderies avec ton BDM, tu feuilletes et puis tu peux trouver des trucs qui de folie quoi. Qui sont vendus à 5 €, alors qu'ils pourraient coûter 150 €. Ouais, mais c'est vachement pratique tout ça. Je crois qu'il faut du coup, on va conclure parce que Mathieu doit partir. Ouais, je vais encore me faire engueuler. Rappelez-vous ce bouquin d'Alan. Non, Marc Hamill, c'est bien qu'ils sont dans l'épisode 9. Non, on parlait pas de ça. C'est très bien. La semaine prochaine, on va vous parler de Hellboy. Est-ce que tu es là pour la semaine J'ai hélas non, mais lisez tout, regardez tout. Du coup, en fait, je serai là. Ah d'accord. Il revient, il fait l'aller-retour. de Bruxelles juste pour parler de Hellboy. La semaine d'après, donc c'est bon. Ah mais d'accord. Tu sais ce qui serait bien, c'est que Marc Hamill dans l'épisode 9, il parle d'Alan Moore, tu vois, ça voilà. la continuité de l'émission. Tout est lié. Non, c'est film ou comics? Film. Parce que les films. On l'a déjà fait. Tu étais là. C'est vrai, oui, on était là. dit du bien on avait fait le comics. On a dit que c'était trop bien. Les comics sont quand même, les films sont globalement acceptables quand même. Globalement acceptables, ils sont géniaux. Pour une fois, Guillermo del Toro fait du bon travail. Après le labyrinthe de Pan. Oh là là. Je comprends. Tu n'es pas invité. Tu n'es pas invité. Tu baisses dans mon estime. En fait, il part pas en Belgique parce qu'il y a eu du boulot là-bas. Il part pour fuir la fronde. Pourquoi tu trouves pas que Pacific Rim valait un Oscar? Pacific Rim, c'est le meilleur film de tous les temps, non? Il y a des cailloux. C'est un de mes films préférés. Mais moi, j'aime beaucoup ce que fait Del Toro, quoi. Je trouve ça. Le est génial. Oui, quand on aime jeûner, c'est extraordinaire. Ah non, j'aime pas jeûner, j'adore. Excuse-moi, mais j'ai pas vu ça comme ça. Une semaine. Excuse-moi, mais ce que fait jeûner, il a piqué à d'autres aussi. On en parlera la semaine prochaine. C'est fini. À la semaine prochaine. Bye bye. Je suis désolé pour mangez-le. Faites ce que vous voulez. Vive Alan Moore. Enterrez-le. À la semaine prochaine. Bye bye. Ouais, ciao.